Une jeune mère de 5 enfants disparaît du jour au lendemain. We're just trying to find her. Contact us, let us know that you're okay. Des interrogatoires houleux. What else do you want to know? There is biological fluid in the trunk of your car. You did not pass the test. I don't give a what your computer said. Une communauté sous le choc. Il y a des tas de rumeurs qui ont circulé. Les gens se sont demandé ce qui les attendait. Plus tard dans l'épisode, une adolescente disparaît soudainement. Quelque chose de terrible est arrivé. Quelque chose clochait. Je ne sais plus quoi faire. Une suite d'événements cauchemardesques oblige une famille à se poser de troublantes questions. False reports on Facebook. Bones found by hikers near a picnic area. Tout ce que je veux, c'est que quelqu'un m'aide. Le 5 juillet 2015 à Bardstown, dans le Kentucky. Située dans un état célèbre pour ses pâturages, cette petite ville idyllique de 13 000 habitants a été autrefois élue la plus belle ville des États-Unis. Mais pour la famille de Crystal Rogers, alors âgée de 35 ans, Bardstown deviendra bientôt le théâtre d'une terrible tragédie. Des tas de scénarios m'ont traversé l'esprit. On n'imagine pas ce genre de choses arriver à sa propre famille. Le vendredi 3 juillet 2015 est une journée comme les autres pour la famille de Crystal. Ils la rejoignent dans un centre commercial où elle se trouve avec 3 de ses enfants. À 16h36, elle achète des produits alimentaires, des jouets et des t-shirts pour enfants. C'était une bonne mère qui prenait soin de ses enfants. Elle faisait tout pour s'assurer qu'on avait tout ce qu'il nous fallait. Elle cumulait 2 emplois et travaillait d'arrache-pied pour subvenir à nos besoins. Elle avait le cœur sur la main. Elle était comme ça, c'était dans sa nature. Ce jour-là, dans l'après-midi, Crystal informe ses amis qu'elle a un rendez-vous de prévu avec son petit ami, Brooks Hook, qui est promoteur immobilier et père de leur Benjamin, âgé de 2 ans. Après un dîner tranquille à la maison, Crystal, Brooks et leur fils se rendent à la ferme familiale de Brooks. Ils sont allés à la ferme et ont nourri des animaux. Les caméras de surveillance d'une maison située à proximité ont filmé le fourgon de Brooks arrivé à la ferme vers 19h20, avant de repartir vers 23h55. Après un trajet de 20 minutes pour rentrer chez eux, Brooks va immédiatement se coucher tandis que Crystal veille tard en jouant à des jeux sur son téléphone. Brooks dit qu'il ne l'a pas vue venir se coucher cette nuit-là parce qu'elle jouait à des jeux. Brooks affirme que lorsqu'il se réveille le lendemain matin, à 7h, le samedi 4 juillet, leur fils est dans son lit, mais que Crystal, elle, n'est pas à ses côtés. Il n'y prête pas attention, car Crystal a l'habitude d'aller passer du temps chez ses amis. La famille de Crystal tente de la contacter à plusieurs reprises au cours de la journée, mais n'obtient aucune réponse. Je me suis dit que son téléphone avait plus de batterie ou qu'elle était à une soirée et qu'elle l'avait pas entendu sonner. Ma mère m'a appelé le 4 juillet et m'a demandé si j'avais vu ma sœur. Je lui ai répondu que je ne lui avais pas parlé du week-end. Le dimanche 5 juillet, plus de 24 heures se sont écoulées depuis la dernière fois où Crystal a été aperçue. J'ai conduit jusqu'à chez elle. Sa voiture était pas là. J'ai trouvé ça bizarre. Si son téléphone n'avait plus de batterie, elle aurait eu le temps de le recharger. Crystal me rappelait toujours quand elle manquait un de mes appels. Alors quand Brooke m'a appelé pour me dire qu'elle avait plus de nouvelles de Crystal, j'ai commencé à paniquer. Ma mère m'a dit qu'elle avait un mauvais pressentiment. Je lui ai proposé de passer à la ferme de son petit ami, pour voir s'ils y étaient. Elle m'a répondu qu'elle allait au commissariat pour faire un signalement. Alors que la mère de Crystal est en route vers le bureau du shérif, elle croise Brooks. Je lui ai demandé de s'arrêter à la station-service et c'est ce qu'il a fait. Si je lui ai demandé ça, c'était avant tout pour voir si le bébé était avec lui ou pas. Parce que si le bébé était avec lui alors que ma fille avait disparu, ça voulait dire, et j'en étais sûre, que quelque chose clochait. Je me suis rapprochée de son fourgon et je lui ai demandé s'il avait vu Crystal. Et il m'a répondu que non. J'ai insisté en lui redemandant « Tu es sûr, pas du tout ?» Et il a répété qu'il ne l'avait pas vu. Et c'est là que j'ai aperçu le bébé. Il était sur la banquette arrière et il m'a souri. Dès que j'ai vu le bébé dans la voiture,
J'ai dit à Brooks que j'allais au bureau du shérif pour signaler une personne disparue. Il m'a regardé et il m'a dit avec le plus grand calme, « Oui, c'est ce que tu devrais faire. » À 15h, ce dimanche-là, la famille de Crystal signale sa disparition. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans la petite ville, et en quelques heures, un premier témoin se manifeste. Son ex-mari m'a appelé pour me dire « J'ai reçu un appel d'une personne affirmant avoir vu une voiture similaire à la sienne sur la BG. » BG désigne la Bluegrass Parkway, l'autoroute qui traverse le centre du Kentucky et la ville de Bardstown. La famille de Crystal se rend en toute hâte à la borne kilométrique 14 où est stationnée la voiture. Dès qu'on s'est arrêté, j'ai immédiatement reconnu sa voiture. Il s'agit bien de la voiture de Crystal, une Chevy Impala 2007 de couleur bordeaux. Un des pneus est crevé, mais il n'y a pas le moindre signe de Crystal. On s'est dit que sa voiture était peut-être tombée en panne et qu'un ami était venu la chercher. Mais si un ami était venu la chercher, pourquoi n'a-t-elle pas contacté sa famille pour leur demander de l'aide ? Elle aurait appelé son père ou quelqu'un d'autre pour lui dire « Je suis sur la Bluegrass Parkway. J'ai un pneu crevé, tu peux venir m'aider ?» Crystal n'était pas au milieu de nulle part, donc je pense qu'elle serait allée demander du secours en frappant chez quelqu'un. La famille de Crystal fait alors une découverte très inquiétante. Dans la voiture, sur la banquette arrière, se trouve son sac à main, son téléphone portable et un sac de couches. Et la clé est toujours dans le contact. Il est évident que quelque chose cloche. Ils appellent immédiatement la police pour qu'elle vienne sur les lieux. Je voulais vite qu'ils ouvrent le coffre pour m'assurer qu'elle n'était pas dedans. Dès qu'ils ont ouvert, ça m'a rassurée de voir qu'elle n'était pas dans la voiture. Mais ensuite, ma première crainte a été remplacée par une autre. Où est-ce qu'elle est alors ? Crystal a disparu sans laisser la moindre trace. Où est-elle passée ? Diverses rumeurs circulent. Lui est-il arrivé quelque chose de grave ? Ou est-ce que cette disparition cache une toute autre histoire ? Et si cette disparition avait été planifiée par Crystal ? Je savais que ma sœur ne s'était pas enfuie dans la nature. Elle avait 5 enfants à élever. Elle n'aurait pas fait ça. Elle n'aurait pas tout laissé derrière elle dans sa voiture. Elle n'est pas comme ça. Elle serait jamais partie sans prévenir son père ou moi. Elle aurait jamais abandonné ses enfants. C'était une très bonne mère. Elle aurait jamais fait ça. Pourtant, rien n'indique avec certitude qu'un acte criminel a été commis. Aucune trace de lutte n'a été retrouvée à l'intérieur de la voiture et Crystal est du genre à s'entendre avec tout le monde. Crystal n'avait pas d'ennemis. Personne ne lui aurait voulu du mal. Tout le monde adorait ma fille. Le lundi 6 juillet, 2 jours entiers se sont écoulés depuis la disparition de Crystal. La police intensifie ses recherches à Bardstown, dans les bois et les champs environnants. Des dizaines de volontaires participent aux recherches. Je me souviens avoir interviewé des étrangers qui connaissaient pas la famille, mais qui voulaient aider à ramener Crystal chez elle, saine et sauve. Le shérif organise une conférence de presse pour faire appel à l'aide des habitants. La famille de Crystal, qui assiste à la conférence, offre une récompense de $40 000 en liquide. If Crystal can hear our voice, we love you. We want to know where you're at. Contact us. Let us know that you're okay. Lors de la conférence, une personne se fait remarquer par son absence, Brooks Hook, le petit ami de Crystal. Il s'avère que le shérif a expressément demandé à ce qu'il ne soit pas présent afin d'éviter les controverses. I want everyone to know that he has been completely cooperative with our investigation and has tried to assist us in any way that he can. Néanmoins, les proches de Crystal sont troublés par le comportement de Brooks. Brooks n'est pas venu le premier jour des recherches. Il ne s'est pas manifesté le jour où elle a disparu. Il n'a jamais levé le petit doigt pour nous aider à la retrouver. Il a dit à tout le monde qu'il participait de son côté aux recherches, mais il n'a rien fait. Alors que la police se démène pour trouver des indices, la famille de Crystal se met à redouter l'hypothèse d'un acte criminel. Il suspecte quelqu'un d'autre que Crystal d'avoir abandonné sa voiture sur l'autoroute. C'était bizarre. On aurait dit une mise en scène et que Crystal n'était jamais montée à bord. Ils ont balancé ses affaires dedans pour faire croire que si. La police se retrouve face à un mur. Personne n'a la moindre idée d'où elle se trouve. Et sa famille a de quoi être inquiète. Car Crystal cache un secret. Le mercredi avant sa disparition, on était allé au zoo avec les enfants.
Et sur le chemin du retour, elle m'a dit « J'en peux plus ». Crystal Rogers, une jeune mère aimante de 5 enfants, disparaît le 3 juillet 2015. La dernière personne à l'avoir aperçue est son petit ami, Brooks Hook. La famille de Crystal a l'impression qu'il cache quelque chose. Elle avait l'intention de quitter Brooks. Elle en avait assez de lui. Ma fille en avait ras-le-bol et comptait le quitter. Est-ce que Brooks aurait découvert que Crystal avait l'intention de le quitter et se serait violemment disputé avec elle? Brooks a tendance à vouloir tout contrôler. Il est très manipulateur. La famille de Crystal trouve que Brooks est bien trop calme pour quelqu'un dont la petite amie a disparu. Ça ne le préoccupait pas du tout. Il avait un air détaché. Oh, et alors? Je sais pas où elle est passée. Je lui ai pas parlé. J'ai vu qu'il prenait volontairement ses distances par rapport à tout ça. Il a attendu le 5 juillet pour signaler la disparition de Crystal alors qu'il ne lui avait pas parlé et ne l'avait pas vue depuis plusieurs jours. Son comportement était très suspect. Pourquoi il agissait comme ça? Il devait cacher quelque chose. Le 8 juillet, 5 jours après la disparition de Crystal, la police convoque Brooks pour l'interroger. Il est coopératif, mais un enregistrement de son interrogatoire montre qu'au bout de 45 minutes de discussion, il perd patience. I'm in here answering a bunch of that I'm doing the best that I can possibly do with. So I'm extremely upset. I mean, do what you got to do. I'll do whatever I can, but this is starting to get silly. L'enquêteur est intraitable avec Brooks et lui demande pourquoi il est si nonchalant alors que Crystal a disparu. If I woke up on a Saturday morning and my wife wasn't with me in the bed, probably the first thing I would do would be to call her to find out where she was. Did you try to call her or? Yes, I noticed that she wasn't there, and I didn't know exactly what to think. I don't know what time I called her. Yes, I called her that morning. Par moments, Brooks semble bouleversé. What else do you want to know? Take me, it's all right. Les enquêteurs se penchent sur un appel de 13 secondes que Brooks a reçu aux alentours de minuit le 3 juillet, alors que Crystal et lui quittent la ferme familiale. I don't remember You that. don't remember getting a phone call on the way home? Do you know who that person was that called you around midnight? Do you remember taking a phone call? Can you just call the number back? Ils rappellent le numéro et mettent le haut-parleur. L'homme qui répond est un partenaire de Brooks travaillant dans l'immobilier. Il affirme qu'il a bien appelé Brooks cette nuit-là pour obtenir un numéro concernant une location. Brooks lui a répondu qu'il devait appeler Crystal, car c'est elle qui possède ces informations-là. Leur conversation éveille le doute chez l'enquêteur. So that begs a question in my mind. All right. If she's in the truck next to you when he called, why would you need to call her about getting numbers for rental property? I mean, that's an odd phrase for someone who's sitting next to you in the truck. Do you understand? You see what I'm saying? Yeah, I see exactly what you're saying. But I mean, that's what if that right there is what I told him, that right there is what I told him. Puis, une chose surprenante arrive. Au milieu de l'interrogatoire, Brooks reçoit un appel. C'est son frère, Nick Hook, un agent de la police de Bardstown. I'm up here. I know that you didn't know. I'm up here in this interview with the Detective Snow. Alors qu'il discute avec son frère, Brooks devient de plus en plus agité. The way that I look at it is, I'm innocent. I ain't done nothing wrong. Well, you know, I know you told me innocent people have got jammed up, but if you're telling me to leave, I'll get up and leave. Aux yeux de la famille de Crystal, cet appel est suspect. Il est policier. Pourquoi il appelle son frère pendant un interrogatoire s'il est innocent? Pourquoi lui dire « les laisse pas te piéger » S'il n'a rien fait, comment on pourrait le piéger? Si on est innocent, il y a peu de chances qu'on dise quelque chose qu'on ne devrait pas. All right, thank you. He thinks y'all are what he thinks. I don't know who he is. Nick, my brother. J'ai trouvé que c'était un vrai manque de professionnalisme de sa part. J'ai eu l'impression qu'il mettait en garde son frère et qu'il lui conseillait de ne rien dire. Après 2 heures d'interrogatoire, la police relâche Brooks. Le lendemain, le 9 juillet, après que la famille de Crystal a fait pression pour qu'il s'implique davantage dans les recherches,
il accepte de passer un entretien téléphonique avec Nancy Grace aux côtés des parents de Crystal. Il reconnaît que sa relation avec elle était loin d'être parfaite. We have had a stress relationship at times. Brooks déclare aussi que la police l'a fait passer au détecteur de mensonges et que les résultats ne sont pas concluants. Mais il nie catégoriquement avoir la moindre implication dans la disparition de Crystal. I'm 100% completely innocent in this. La famille de Crystal reste néanmoins perplexe devant le calme absolu qu'affiche Brooks. Brooks ne montre pas la moindre émotion envers Crystal. Il a continué à vivre sa vie comme si elle n'avait jamais existé. Selon lui, elle a tout simplement disparu. Elle s'est juste volatilisée. Je me suis demandé, ça ne le préoccupe pas? Ça ne l'inquiète pas de ne pas savoir où elle est, alors qu'elle n'a pas contacté qui que ce soit? La police découvre alors des images très intéressantes de caméras de sécurité. La nuit du 8 juillet 2015, juste après l'interrogatoire de Brooks au bureau du shérif, les caméras de la ferme familiale filment Brooks et son frère Nick, l'agent de police. Brooks ouvre la marche et Nick le suit de très près à bord de sa voiture de police. Le lendemain, le 9 juillet, la police fouille la voiture. Les résultats des prélèvements les laissent sans voix. Nick est convoqué pour un interrogatoire. Il affirme qu'il n'a aucune idée de pourquoi ces fluides se trouvent dans son véhicule. There shouldn't be. There's not going to be. There not shouldn't be. There's not going to be. Well, there is. I mean, there's no disputing that there is biological fluid in the trunk of your car. So you never helped him move a body? I did not. Never helped him move any evidence? Never. Nick est catégorique. Son frère ne ferait pas de mal à qui que ce soit. There's no way he could do something like that. He's not capable of it. There's just no way he had anything to do with it. Lorsque Nick passe le test au polygraphe, les résultats soulèvent de troublantes interrogations. Well, Nick, I've had a chance to review your charts on both tests. That first test, you did not pass the test, and it's pretty clear to me that you haven't told me the complete truth today. And the questions you're having a problem with are questions about Crystal. I don't give a what your computer said, okay? I think you do. I'm telling you that I have been 100% honest with you. 3 mois plus tard, en octobre 2015, Nick est renvoyé de son poste au sein des services de police de Bardstown. Il est accusé d'avoir interféré avec l'enquête portant sur la disparition de Crystal. Le même jour, le shérif du comté de Nelson fait une sombre annonce. Il pense que Crystal est morte. Ça m'a anéanti quand j'ai appris la nouvelle. Mais j'ai encore espoir. Elle est peut-être en vie quelque part. Et les annonces inattendues ne s'arrêtent pas là. Le shérif, sans donner plus d'informations, déclare que Brooks est à présent considéré comme suspect. Une recherche approfondie est alors lancée sur la centaine d'hectares qui appartient à la ferme de la famille de Brooks, ainsi que dans les lacs environnants. Il y avait plein d'agents de police, d'enquêteurs, avec des chiens d'intervention, des équipes de plongeurs. On les a vus remplir des sacs noirs et les emporter en tant que preuve. On s'est demandé ce qu'ils pouvaient bien contenir. Alors que les recherches battent leur plein, d'effrayantes rumeurs se répandent. Une série de meurtres non résolus aurait frappé Bardstown. Si Crystal est bien morte, est-ce que sa mort serait liée au meurtre en série? Des tas de rumeurs concernant un possible lien entre les différents meurtres qui ont eu lieu ont alors circulé. En 2013, Jason Ellis, un agent de police très apprécié de Bardstown, est tué par balle alors qu'il rentrait chez lui après une journée de travail. Il est touché à de multiples reprises au torse et succombe à ses blessures. 1 an plus tard, Cathy Netherland, une enseignante, et sa fille se font violemment assassiner chez elle. Les gens se sont demandé ce qui les attendait. On a assisté à une série de mystères à Bardstown. Ils avaient peur pour leur vie. L'histoire de la famille de Crystal a été marquée par un autre drame. Plusieurs décennies plus tôt, en 1979, la tante de Crystal, Sherry Ballard Bounds, alors âgée de 19 ans, est retrouvée assassinée. Sa dépouille repose sur la propriété d'une ferme pas loin de Bardstown. Sherry était la sœur du père de Crystal, Tommy. Il ne s'est jamais remis de sa mort. Imaginer que la même chose est arrivée à sa fille est un véritable crève-cœur. Puis, 1 an et 4 mois après la disparition de Crystal, le matin du 19 novembre 2016, un événement tragique frappe à nouveau la famille.
Le père de Crystal s'apprête à aller chasser dans la propriété familiale avec son petit-fils de 12 ans lorsque sa femme reçoit un appel affolé. C'était mon petit-fils qui m'appelait. Il était hystérique. Il pleurait et il m'a dit « Mamie, papy s'est fait tirer dessus ». J'ai paniqué et je lui ai répondu « Appelle Casey, il est sur place ». Je me souviens être retourné à la ferme et avoir vu mon père étendu au sol. Tommy Ballard est mort, tué d'une balle dans la poitrine. La police considère qu'il s'agit d'un possible homicide, mais la mère de Crystal est convaincue que c'est un meurtre prémédité lié à la disparition de sa fille. Mon mari m'a dit, la veille de son meurtre, qu'il était suivi. Les seules personnes qui voudraient se débarrasser de mon mari sont celles qui s'en sont prises à ma fille, parce que mon mari faisait absolument tout son possible pour la retrouver, et il en est mort. Sur la période qui s'est étendue jusqu'à l'été suivant, la police effectue plus de 70 perquisitions, mais leurs efforts ne débouchent sur aucune piste concernant la disparition de Crystal ou le meurtre de son père. Depuis qu'il a été identifié par la police comme suspect principal dans l'affaire de la disparition de Crystal, Brooks fait peu de déclarations publiques. En juin 2018, la journaliste Fallon Glick réussit à obtenir un entretien téléphonique avec Brooks. J'étais à Bardstown pour couvrir un autre sujet. Je me suis dit, et si j'appelais Brooks? Et il a répondu. Sa déclaration est pour le moins étrange. C'était son petit ami au moment des faits, et on ne pouvait pas dire que sa stratégie avait porté ses fruits. Ça a été une conversation très étrange. Ces propos provoquent un élan de colère chez la famille de Crystal. Surfer sur la vague. Il se croyait intouchable. Mais c'est faux. 5 ans après la disparition de Crystal, de nombreuses questions restent sans réponse. Son corps n'a jamais été retrouvé. Aucune arrestation n'a eu lieu, que ce soit dans le cadre de son affaire ou de celle de son père. Sur les blogs et les réseaux sociaux, les rumeurs concernant les meurtres non résolus qui ont frappé Bardstown continuent d'affluer. La ville est même désormais surnommée la ville des meurtres. Très peu d'informations ont été publiées sur ces deux affaires. Je comprends les motivations de la police, mais les gens veulent savoir si les autorités font vraiment tout ce qui est en leur pouvoir pour résoudre ne serait-ce qu'une partie de tous ces meurtres. À Bardstown, Crystal et son père Tommy sont toujours présents dans les mémoires. Leurs photos sont affichées sur la devanture de nombreux commerces de la ville. Et la famille Ballard est déterminée à traduire le coupable devant la justice. Je pense que justice sera rendue. Ce sera peut-être pas pour demain, ni le mois prochain, mais ça arrivera un jour. Le crime parfait n'existe pas. Ça prendra peut-être 1 an de plus, ou même 10 ans, mais il finira par payer pour ce qu'il a fait. Rien ne m'empêchera de continuer à me battre pour obtenir justice pour ma fille et pour mon mari. Je serai la voix de ma fille et de mon mari parce qu'ils n'en ont plus. Je ne les abandonnerai jamais. Dans le Midwest, une autre famille cherche désespérément à obtenir des réponses à ces questions. Le 4 mai 2013, Akron, dans l'Ohio. Dans cette ville, située à 50 km au sud de Cleveland et constituée de petites banlieues, quand une jeune fille disparaît du jour au lendemain sans laisser de traces, c'est toute la population qui se met activement à sa recherche. C'est une affaire qui a eu beaucoup d'écho parce qu'elle s'était vraiment volatilisée et que personne ne savait ce qui lui était arrivé. Taylor Robinson est une brillante et belle jeune femme de 19 ans. Taylor était une enfant très gentille. On était très proches. On avait l'habitude de s'asseoir toutes les deux et, comme toutes les filles, de discuter de tout et de rien. Elle était plus que ma fille. Elle était comme une amie pour moi. Taylor est douée pour le sport et fait partie de plusieurs équipes sportives au sein de son école. Elle adorait toutes sortes de sports. Elle faisait du softball, de l'athlétisme, du volley, du football américain quand elle était petite. Elle touchait à tout. À l'automne 2012,
Taylor vient tout juste de terminer son semestre à l'Université d'État du Kent. Elle rêve de devenir infirmière. Elle étudiait la néonatologie et avait aussi décidé de s'occuper d'adultes et d'enfants atteints de retard mental et de troubles du développement. Il s'agit d'un type de handicap, donc elle donnait de son temps pour aider ceux qui étaient défavorisés et qui ne pouvaient pas s'occuper d'eux-mêmes tout seuls. Bien qu'elle soit très occupée, Taylor met un point d'honneur à apporter sa contribution à la société. Elle était généreuse. À l'église, ils avaient besoin d'aide pour le catéchisme et pour la crèche. Taylor s'est portée volontaire. Taylor a également un grand cœur. Elle se lie d'amitié avec tout le monde. Elle était le genre d'enfant à devenir amie avec ceux qui se faisaient harceler à l'école. C'est avec eux qu'elle devenait amie. Tous ceux qui se faisaient harceler savaient qu'ils pouvaient se tourner vers elle. Le 3 mai 2013, la vie de la brillante jeune fille change du tout au tout. Ce jour-là commence comme les autres. Taylor passe la journée à la maison à faire ses devoirs. Dans la soirée, sa mère la dépose, comme tous les jours, chez la famille où elle fait du babysitting. Elle y allait pour prendre soin d'un enfant atteint de handicap mental, du soir jusqu'au matin. Il est 22h lorsque Carmilla dépose Taylor. La mère allait partir au travail, alors je me suis garée dans l'allée. J'ai fait un bisou à Taylor. Je lui ai dit « Je t'aime ». Elle m'a répondu « Moi aussi ». Elle a pris ses affaires avant de descendre de la voiture. Et je l'ai regardée monter l'escalier. Elle ne savait pas alors que c'était la dernière fois qu'elle s'échangeait ces mots. Le lendemain matin, à 7h, la mère de l'enfant atteint de handicap rentre de son travail. Elle fait alors une terrifiante découverte. Sa fille a été laissée seule, sans surveillance. Taylor est introuvable. Un quart d'heure plus tard, c'est une mère bouleversée qui accueille Carmilla, venue chercher Taylor. Je me suis garée devant la maison. Elle m'a dit « Taylor n'est pas là ». Je lui ai dit « Pardon ?» Elle a répété « Taylor n'est pas là ». Alors j'ai dit « Comment ça, elle n'est pas là? Je l'ai déposée ici hier soir, elle était chez vous, vous le savez. » J'ai commencé à m'inquiéter. J'ai paniqué, je l'ai appelée sur son portable. Elle n'a pas décroché, je suis tombée sur son répondeur. La famille de Taylor craint alors immédiatement qu'il se soit passé quelque chose de grave. J'étais désemparée, je suis rentrée chez moi. Personne ne l'avait vue. Je rentrais de l'école, je suis descendu du bus et je suis entré dans la maison. Tout le monde était là, y compris ma mère. Je me suis demandé ce qu'ils faisaient tous là et ce qui s'était passé. Ce qu'ils découvrent ensuite leur glace le sang. Où que soit allée Taylor, elle est partie pieds nus, car elle a laissé derrière elle ses chaussures et sa veste. Pourquoi elle restait que ses chaussures et sa veste? Elle portait aussi un sweat à capuche rose. C'est tout ce qu'on a retrouvé. Elle ne serait pas partie alors qu'elle devait prendre soin d'un enfant pour la nuit. C'était son travail. Elle serait jamais partie en laissant sa cliente. La famille de Taylor appelle la police pour signaler sa disparition. Cela ne tient pas debout. Pourquoi serait-elle partie au beau milieu de son travail? Où a-t-elle disparu? Personne ne savait où elle était allée. Elle répondait pas au téléphone. Il n'y avait pas de signe d'entrée par effraction. Le fait qu'elle ait laissé derrière elle sa veste et ses chaussures inquiète énormément les enquêteurs. Ils pensent qu'elle a laissé quelqu'un entrer dans la maison et que cette personne l'a enlevée. Elle avait laissé sa veste et ses chaussures. On était convaincus qu'elle avait dû être transportée. Je pense que c'est un des détails qui a vraiment alarmé tout le monde. Il était forcément arrivé quelque chose à cette fille. Mais si Taylor a bien été transportée en dehors de la maison, alors par qui? On ne sait pas si le coupable a pénétré dans la maison seul ou non, si quelqu'un l'a aidé ou si quelqu'un l'a attendu dehors à bord d'une voiture. Les enquêteurs fouillent la maison de fond en comble à la recherche de preuves. En vain. Ils jettent alors un œil sur son relevé téléphonique. Il montre que la nuit de sa disparition, Taylor a discuté avec une certaine personne à 2 reprises juste avant d'arriver chez sa cliente. 2 appels. Le premier vers 22h03 et le deuxième vers 22h13 ce soir-là. Elle a reçu ces appels de quelqu'un qu'elle connaissait, ce qui nous a indiqué que cette personne savait sûrement où elle travaillait.
Le numéro de téléphone appartient à un ancien petit ami de Taylor. Le fait qu'il ait passé ses appels l'a bien sûr automatiquement mis sur la liste des suspects potentiels. Mais lorsque la police convoque l'ex-petit ami pour l'interroger, il fait appel à un avocat et refuse de coopérer à l'enquête. Les enquêteurs ne savent pas pourquoi il refuse de parler. Ils tiennent cependant à se pencher sur toutes les relations personnelles de Taylor. On voulait savoir si elle avait eu des différends avec quelqu'un, si quelqu'un avait témoigné de l'animosité envers elle. En gros, on a cherché à savoir s'il y avait eu tromperie ou mensonge. Est-ce qu'une des personnes avec qui elle parlait l'importunait, la harcelait? Un détail est particulièrement troublant. Le relevé du téléphone de Taylor montre également que le jour de sa disparition, vers 5 heures du matin, un SMS est envoyé de son téléphone portable. Dans le message, l'expéditeur demande de façon très vague à un ami qui lui rende service. Mais l'ami en question ne répond pas. Puis 2 heures plus tard, à 7h30, son téléphone est éteint. Pour ne plus jamais être rallumé. Qu'est-ce que cela signifie? Quelqu'un d'autre aurait été en possession de son téléphone? On devait découvrir ce qui lui était arrivé. Les jours suivants, la famille et les amis de Taylor lancent des recherches effrénées. Ils créent une page Facebook nommée « Aidez-nous à retrouver Taylor Robinson », organisent des veillées et affichent plus de 500 avis de recherche dans le quartier. J'ai fait faire des t-shirts, des vestes. On a arpenté la ville. Bob, a lot of people are involved with this. Family members and friends spent the day today trying to track down, trying to search for Taylor, but so far, no luck. Un mois entier s'écoule sans que l'enquête ne progresse. Carmilla sonde les réseaux sociaux à la recherche de la moindre information liée à la disparition de sa fille. Elle découvre alors des messages stupéfiants. The family saw multiple Facebook messages that Taylor's body was found behind a grocery store. Les informations se sont révélées être de simples rumeurs. Aucun corps et aucune trace de Taylor n'a été retrouvée. Now the family of Taylor Robinson says false reports on Facebook have only deepened their pain. La situation est intenable. Où se trouve-t-elle? Je ne sais pas quoi faire. Je mange plus, je dors plus. Tout ce qui me reste, c'est les chaussures de ma fille adorée. Les familles comme la sienne, qui attendent un être cher qui a disparu, ont espoir que peut-être un jour elles arriveront à retrouver leurs proches sains et saufs. Mais en même temps, elles craignent aussi le pire. 2 mois supplémentaires s'écoulent sans que l'enquête avance. Puis, le 24 juillet 2013, Police are now searching for more bodies after finding 3 bodies in northeast Ohio. les corps de 3 jeunes Afro-américaines sont retrouvés dans l'est de Cleveland. La famille de Taylor, bouleversée par la nouvelle, attend avec angoisse l'identification des corps. Je me souviens d'avoir paniqué et d'avoir espéré que c'était pas elle. Tout ce dont je me rappelle, c'est que je voulais voir une photo qui aurait pu la transporter jusqu'à là-bas. J'avais l'impression que petit à petit, on me privait de quelqu'un que j'admirais et que j'aimais inconditionnellement et que je ne pouvais rien y faire. Il s'avère qu'aucun des corps n'est celui de Taylor. La famille est à nouveau livrée à ces interrogations qui restent sans réponse. Mais 10 jours plus tard, alors que Carmilla est sur le point d'abandonner tout espoir, elle reçoit un appel inattendu. Il s'agit de Tim Dimoff, détective privé et ancien enquêteur de la police d'Akron. Il suit l'affaire de Taylor de très près et, devant le désespoir de la famille, propose de les aider en prenant part à l'enquête. Comme vous le savez, on a rouvert l'enquête parce qu'elle me tenait à cœur. Elle est très importante pour vous et pour tous ceux qui sont impliqués dans l'enquête. Et je crois personnellement en une puissance spirituelle et en la loi de l'attraction qui font que, quand on rouvre des affaires non résolues et qu'on demande de l'aide aux gens et qu'on fait appel à nos croyances personnelles, on crée un élan vertueux. La loi de l'attraction se renforce. Pendant que Carmilla partageait son histoire, là, avec nous, j'ai reçu un SMS. Je vais vous le montrer. Alors, voilà. La personne a écrit « Bonjour, j'ai des informations sur l'affaire de Taylor Robinson. »
Je viens juste de le recevoir. Oh, Tim. Oui, ces choses-là arrivent. Je voyais des interviews à la télé de Carmilla et de sa famille. C'était évident à mes yeux que c'était une affaire très importante. Tim Dimoff a une hypothèse. On pense que la personne qui est venue la connaissait depuis longtemps, voire depuis de nombreuses années. Taylor s'est sentie suffisamment en confiance pour la laisser entrer la nuit. C'est forcément quelqu'un qu'elle connaît bien, qu'elle fréquentait depuis longtemps et envers qui elle avait confiance. Il pense, quoi qu'il soit arrivé à Taylor, que quelqu'un est entré dans la maison avec l'intention de lui faire du mal. Il est arrivé quelque chose dans cette maison, c'est certain. Il crée également un profil de la personne responsable de sa disparition. On pense que c'est quelqu'un qui avait eu une relation sérieuse avec Taylor ou qui cherchait à avoir ce genre de relation avec elle. Le profil montre qu'il s'agit d'une personnalité dominatrice qui a tendance à avoir un comportement violent. Ce profil correspond à celui établi par la police d'Akron. Ils craignent que Taylor soit déjà morte. Mais comme ils n'ont aucune piste solide, ils tentent de rester optimistes. Et si Taylor était toujours vivante et qu'elle était retenue contre son gré? J'ai pensé qu'elle était peut-être chez quelqu'un, qu'elle était enfermée, qu'elle ne pouvait pas sortir. Alors je me disais qu'elle arriverait peut-être à s'enfuir, qu'elle reviendrait parmi nous ou qu'on finirait par la retrouver. Arrivera-t-on un jour à retrouver Taylor? Le 3 mai 2013, Taylor Robinson, alors âgée de 19 ans, disparaît sans laisser de traces. Quoi qu'il lui soit arrivé, le détective privé Tim Dimoff et la police sont convaincus que certaines personnes savent où elle se trouve. Je pense que plusieurs personnes sont au courant de ce qui est arrivé. Certains membres de la famille du suspect savent sûrement que leur proche est l'auteur du crime. Et je pense qu'ils le protègent, ce qui se comprend, étant donné que c'est un membre de la famille. Carmilla, qui cherche désespérément des réponses, se tourne vers les habitants d'Akron. Puis, le 9 septembre 2013, 4 mois après la disparition de Taylor, 2 randonneurs font une sinistre découverte dans le parc national de Cuyahoga Valley, situé non loin d'Akron. Ils trouvent une mâchoire humaine dans une zone fortement boisée. Ils préviennent les gardes forestiers qui appellent la police d'Akron. Pourrait-il s'agir du corps de Taylor? Ou est-ce une autre fausse alerte? Une équipe du FBI est appelée en renfort. Ils trouvent d'autres os et ce qui semble être un soutien-gorge. Puis l'annonce d'une terrible nouvelle secoue la ville. Wednesday afternoon, dental records confirmed that bones found by hikers near a picnic area are Taylor's partial remains. J'étais en train de m'habiller pour aller au travail quand ils m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient eu la confirmation qu'il s'agissait bien du corps de Taylor. Et je me souviens que je me suis écroulée au sol. Je me souviens leur avoir dit « Non, vous ne l'avez pas retrouvé dans cet état. Je refuse d'y croire. » Ça voudrait dire que ça lui est arrivé. Le jour où elle a disparu et qu'elle était là depuis tout ce temps. Pendant que le médecin légiste cherche à déterminer la cause du décès, la police d'Akron poursuit son enquête en traitant désormais l'affaire en tant que possible homicide. Sur le parvis de leur maison, Carmilla et son mari s'adressent aux journalistes pour remercier les 2 randonneurs d'avoir trouvé leur fille. J'ai accepté ce que je ne pouvais pas changer. Je sais où Taylor se trouve à présent. Et je suis soulagée qu'elle ait agi comme elle l'a fait de son vivant. Parce que ça m'apporte du réconfort de savoir où elle est allée. Quel que soit celui qui est responsable de la mort de Taylor, sa mère a un message pour lui. Tu mènes une vie malheureuse. Parce que tu te souviens de ce que tu as fait subir à ma fille.
Quand tu te regardes dans le miroir, c'est son visage à elle que tu vois, pas le tien. Tu vois son visage, tous les jours. L'enquête pour retrouver le coupable se poursuit. Une récompense de 7 000 $ est offerte à quiconque pourra fournir des informations menant à l'arrestation et à la condamnation du meurtrier de Taylor. La police d'Akron se refuse à tout commentaire concernant l'affaire, mais Tim Dimoff avance une nouvelle hypothèse qui repose sur le lieu de la découverte du corps de Taylor. Son corps a été jeté dans le parc national de Cuyahoga Valley. Comment peut-on transporter un corps jusqu'au fin fond de la forêt? Est-ce que c'est faisable seul? Oui, mais il y a plus de chances qu'ils aient été plusieurs. Et avec cette information en tête, on peut déduire qu'en plus du coupable lui-même, quelqu'un d'autre connaît l'identité du meurtrier. Il espère vraiment qu'avec le temps et avec la récompense de 7 000 $, quelqu'un finira par se manifester et apporter des informations qui puissent faire la lumière sur toute cette affaire. Il a toujours dit qu'il pensait que c'était quelqu'un qui était proche de Taylor, quelqu'un qui la connaissait. Et donc le moment est peut-être venu. De l'eau a coulé sous les ponts. Peut-être que celui qui détient des informations n'est plus aussi craintif qu'au moment des faits, qu'il est prêt à parler. Et je pense que c'est pour ça que Carmilla et Tim Dimoff, le détective privé, mais aussi la police, espèrent qu'on pourra bientôt clore ce chapitre. L'état dans lequel se trouve le corps de Taylor ne permet pas au médecin légiste de déterminer la cause du décès. Mais Tim Dimoff est convaincu qu'il y a 2 suspects principaux dans l'affaire. On a été capable de réduire nos pistes aux anciens petits amis de Taylor qui avaient un comportement violent envers elle, mais aussi envers d'autres filles. Et on a concentré nos recherches sur un périmètre englobant le parc national parce qu'on était certain que le coupable était dans cette zone-là. Mais les années passent et l'enquête est toujours aussi infructueuse. Aujourd'hui, 7 ans après le meurtre de Taylor, aucune arrestation n'a été faite. Tim Dimoff est persuadé que quelqu'un finira par se manifester. Mais combien de temps cela prendra-t-il? On a fait des interviews. On est présent sur les réseaux sociaux. On a un site web pour informer le plus de gens possible et pour qu'ils sachent que la police a besoin de leur aide. On espère obtenir des informations et des pistes. La famille de Taylor affirme qu'elle ne sera pas en paix jusqu'à ce que justice soit rendue. Et si c'était votre fille qui avait disparu, qu'est-ce que vous ressentiriez? Si c'était votre enfant, imaginez-vous déposer votre enfant, le regarder dans les yeux et lui dire « Je t'aime ». Vous avez bien sûr hâte de revenir le chercher. Et tout ce que vous récupérez, c'est une paire de chaussures et rien d'autre. Est-ce que vous voudriez pas qu'on vous aide? Est-ce que vous remueriez pas ciel et terre pour le retrouver? Je pourrais jamais tourner la page. J'ai besoin d'elle à mes côtés, mais elle n'est plus là. J'ai déjà essayé plein de fois de faire mon deuil comme j'ai pu. Je me souviens même plus de sa voix. J'ai pas les mots pour expliquer. Je suis terrifié. C'est un cauchemar sans fin. Je veux juste que quelqu'un m'aide à comprendre pourquoi. Non, même pas pourquoi, juste qui. Je pense que je mérite d'avoir au moins la réponse à cette question. Le vernis écaillé sur un seul ongle n'était pas un oubli. C'était une griffure dans la phrase. Une rature volontaire au beau milieu d'une main trop soignée. J'ai toujours cru que les corps écrivent mieux que les bouches. Surtout quand on les force à se taire. Là, sur l'index de la main gauche, le rouge grenat s'interrompait d'un quart de lune, un croissant nu où la kératine luisait comme une petite vérité. Les 6 autres ongles, oui. 6. Parce que la main droite dormait sous un gant noir, avait le vernis impeccable. Bord net, cuticulé docile. Séance récente, pas plus de 48 heures. L'index gauche, lui, portait la rumeur d'un choc. Pas de griffure ailleurs. Pas de traces de fuite.
une seule écharde dans la chorégraphie. Quelqu'un avait voulu que je le voie. Alors, le lieutenant Rocha tenait sa impatience comme on tient un chien à l'école. La ruelle brillait d'une pluie qui n'avait pas demandé la permission. La devanture du salon de manucure renvoyait un stencil de néon sur les flaques. Le rideau métallique était à moitié baissé, comme si la boutique s'excusait d'être encore au monde. À l'intérieur, les fauteuils coquilles alignés, 2 lampes UV encore chaudes, une veste posée soigneusement sur un dossier, et l'odeur, cette odeur de solvant sucré qui fait penser au dimanche qu'on veut propre. Sur le comptoir, un agenda papier, couvert de cœurs au feutre, au sol. Sous la trousse, un petit capuchon de flacon rouge. Écrasé au niveau du pas de la porte. Ce n'est pas un accident. Ai-je dit, c'est un repère. Un repère de quoi? De résistance ou d'habitude? Ma voix sonnait trop posée dans mes oreilles. Je l'ai couverte en me penchant sur la main. La victime Anouk, Dix, 9 ans, apprentie esthéticienne. Cheveux relevés, avec un soin qui me rappelait l'âge où l'on croit qu'être soigné vous protège, était assise à même le carrelage, douce contre le meuble. Visage intact, paupières closes, comme si la fatigue s'était abattue d'un coup. Pas une goutte de sang. Le diagnostic glacial du médecin de garde tenait en 2 mots. Arrête net, ce que les arrêts nets oublient d'ajouter. C'est ce qui a appuyé. J'ai pris sa main gauche dans ma paume et senti la fraîcheur sans eau des peaux trop tôt tombées, et tourné l'index vers la lumière. L'écaillure dessinait une virgule brisée. Pas un arrachement nerveux. Elle avait la franchise d'un geste donné une fois. Précisément, moi. Je m'appelle Salomé Vidal, je lis les gestes pour vivre et je dépense les miens pour que d'autres vivent. On m'appelle quand il manque une phrase au milieu d'une pièce propre. Rocha. Louis m'appelle quand il trouve un silence insultant. Il a tapé du stylo sur son carnet. Tu penses qu'elle s'est défendue? J'ai secoué la tête, pas comme on croit. Elle a prévenu. Qui? Celui qui lit les mains, au fond du salon. Une trousse ouverte laissait s'échapper des pinceaux fins, sur la table. Une roue de couleur avec des pastilles numérotées. Grenade 34. Newt-Noah. Océan 17. L'index d'Anouk portait le 34. À côté. Un nuancier collant, griffé d'une empreinte partielle pas la sienne. Trop large, trop sèche. J'ai glissé une carte transparente. La trace correspondait à un majeur masculin, cuticule mordilé. Vernis invisible. Quelqu'un a posé la main ici. Juste au moment de fermer le flacon. Juste assez fort pour que la pellicule de fraîcheur bascule sur l'ongle encore tendre. L'écaillure est née là, il l'a touchée pendant qu'elle séchait. Ai-je soufflé, et elle a laissé la faute visible. Rocha a fendu l'air de son bras massif. On a des caméras. Oui et non. La caméra intérieure, bien placée pour les sièges, était soigneusement débranchée. La caméra extérieure, en haut du porche, avait tourné d'un cran vers la vitrine du voisin, reflet obsédant d'un café vide. Rocha adjurait, à voix basse. Parce que sa colère n'aime pas donner des indices, je suis sortie prendre le vent. Non pour respirer, pour écouter, les ruelles. La nuit, tricotant des horaires que les gens ne voient pas. Un rideau de fumée s'échappait d'une bouche d'aération, moins à cause des cuisines qu'à cause d'un extracteur réglé trop haut. Ce souffle a le même son partout. Si on l'a déjà entendu près d'un couloir d'hôpital, d'une cabine d'essayage truquée ou d'une salle de test, cet air-là, c'est une clé qu'on pousse dans la gorge des scènes pour effacer les odeurs. Le voisin, homme de la soixantaine. Tablier de boulanger, regarde qui compte, les levées avant les pétrissages, m'a observé noter la bouche d'aération avec le sérieux d'un témoin qui a appris trop tôt que parler vous compromet. Vous cherchez quoi? Du propre qui n'a rien à faire ici. Il a hoché depuis 3 semaines. Ils passent tard. Ils ont un badge. Ils disent qu'ils sont de la ville. Ils règlent l'air. Ils aiment que ça ne sente rien. Il a essuyé ses mains sur son torchon comme on cache une émotion. La gamine mettait toujours une musique trop forte quand elle séchait ses vernis. Ce soir, rien. Je suis retournée vers Anouk. La musique d'habitude devient le baromètre des crimes. Au pied du fauteuil coquille,
Une chaîne bleue traînait, reliée à un petit haut-parleur portable. Le bouton était coincé sur pause. J'ai appuyé sur play. Une voix éthérée a rempli le salon. Voix de fille qui dit qu'elle n'a jamais su danser en talons. Qu'elle apprend, qu'elle va y arriver. La timeline se bloquait à 03 Z. Une coupure, nette. J'ai croisé les yeux de Rocha. Ce n'est pas un hasard si c'est là. Tu vas me dire qu'on a 1 heure. Je vais te dire qu'on a une main. J'ai pris le flacon Grenat 34, l'ai refermé pour sentir le clic. Le plastique a fait son bruit sec, fermant plus que le pot fermant, la minute d'une fille qui ne finirait pas son ongle. Sur la table, un autre flacon. Nude Nude portait une étiquette arrachée en biseau. Et sur le bord du bouchon, une minuscule morsure dedans. Toutes les filles mordent les bouchons. Me direz-vous? Non. Les professions mesurent ses gestes, elles les domptent. L'empreinte de dents parlait d'une main étrangère, qui rit en serrant trop, qui a voulu aider et a mordillé le capuchon en donnant un conseil inutile. J'ai posé Nude 02 à côté de l'index écaillé. Le contraste me frappait comme une gifle Grenat interrompue. Nude docile. Il a choisi l'ongle qu'on verrait. Ai-je dit? L'index, celui qu'on pointe. Le doigt qui accuse. Rocha s'est accroupi, ce qui lui casse le dos, mais il le fait quand il croit à mes fantômes. Tu as une piste? Oui. Laquelle? Un régulateur d'air avec des mains de bricoleur. Habitué au nocturne, qui a appris à toucher sans laisser de traces, sauf sur le vernis. Qui mord parfois, qui règle la musique avant de régler la scène. Les aquasilences de l'affaire de l'autre mois. Il le dit comme on dit le nom d'une maladie récidivante. Ou leur cousin, ai-je répondu. Ceux-là ont voyagé, je me suis entendu ajouter, et il vérifie les mains, en sortant. Sur le trottoir, une jeune femme s'est figée en voyant les rubans. 22 ans, manteau trop léger, angles courts, un seul vernis bleu roi sur l'annulaire droit. Écaillé largement. Elle a baissé ses doigts en surprenant mon regard. Ce n'est pas... Je l'ai fait pour moi. Sa voix tremblait. On fait toujours pour soi, ai-je dit doucement. Tu connais Anouk. Elle a hoché. On a la même école. Here. Un homme est venu. Il a demandé un remplissage tard. Il a dit qu'il travaillerait mieux si ses mains étaient propres. Il a regardé la mienne trop longtemps. J'ai vécu l'impression qu'il comptait mes ongles. Son regard a glissé vers la bouche d'aération. Il a parlé d'air. Je lui ai demandé son prénom. Leïla. Je lui ai tendu ma carte. Si quelqu'un te demande de bouger ta main, tu arrêtes tout. Tu laisses l'ongle écaillé visible. Tu m'appelles. Elle a serré la carte comme un pansement. Rocha m'a tiré doucement vers le fourgon. On remonte par la maintenance. Sa voix avait retrouvé ce ton où la rage se met au service de la procédure. On a appelé le syndic, l'entreprise qui optimise les débits. L'homme de tour qui ferme à 22 heures, mais a laissé entrer un prestataire. Les nocturnes aiment les loges qui somnolent. Le hall de l'immeuble abritait une odeur de couloir d'école après la fête. Au sous-sol, une salle technique au mur, des boîtes électriques gorgées de chuintements au fond, un casier métallique marqué S. Ah. Ventilation, Rocha a dégondé. J'ai senti le métal vibrer sous mes doigts, la même note que sous la bouche d'aération. Dans le casier, des bornes 4G, des télécommandes, un lot de jantes jetables et une petite caisse transparente remplie de capsules colorées, des capuchons de flacons. Grenat 34 manquait. Au-dessus, scotché avec une économie de mouvement typique des gens qui aiment que tout soit à sa place. Une photo polaroïd, une main féminine, index gauche écaillé, cadré serré. L'éclat du grenat sous un néon blafard. Audos. 3 lettres au feutre. C. A. B. Initiales. A murmuré Rocha. A. Pour la société. B. Pour le brigadier de nuit qui tient les clés. Ou pour Baptiste, Bastien. Boudard les prénoms du carnet du gardien. J'ai pensé à une autre lecture. Sab. Ai-je dit? En anglais, saboter. C'est leur humour. Tu penses qu'ils se parlent en photos?
Je pense qu'il collectionne les virgules dans les mains. J'ai retourné le Polaroid, sous les initiales. Un heure au stylo. Notre The Sound, la chanson. La coupure, l'écaillure. Les gestes alignaient leurs heures. Je crois aux concurrences quand elles se tiennent la main. Dans le couloir, un bruit de pas hésita. Puis recula. Rocha avançait en point. La porte de service vibre. Un appel d'air fit trembler la lune sur les flaques. Une silhouette mince a tourné au coin, trottinée d'un pas trop léger pour l'innocence. Stop! Rocha s'était lancé. J'ai pris le couloir opposé, celui qui mène aux livraisons. Les nocturnes connaissent les doubles issues. Au bout, une porte vitrée m'a renvoyé ma propre silhouette. Derrière, le parking. Là, sous la lumière verdâtre, un homme refermait un fourgon blanc, le genre qui livre des filtres et des excuses. Sa main droite tenait un paquet, la gauche, un flacon rouge. Il a vu que je voyais, il a levé l'index gauche. Écaillé, il a souri. Pas de triomphe, de langage partagé. J'ai avancé, pas vite. Tu peins les scènes, c'est ça. Tu écailles juste un ongle pour regarder qui lit. Il a plongé le flacon dans sa poche. Je vérifie qui voit les mains. A-t-il répondu? Voix carrée, neutre. La ville ne regarde plus. Il faut des virgules. Et des arrêts nets. Ma phrase était un caillou. Il n'a pas feint la surprise. Elle s'est éteinte. Elle s'est tenue trop droit. Sa fraise a dérapé un instant, un pronom mal placé. Un passé composé qui avoue. Rocha a déboulé derrière moi. L'homme a couru. Course cafouette de queue qui ne s'entraîne pas, mais ont de l'habitude. Il a perdu un gant dans l'angle. A laissé contre le béton une raie de grenat. Et le parking a avalé son bruit. On n'attrape pas la nuit d'un seul geste. On la tire par les ongles jusqu'à ce qu'elle avoue ce qu'elle cache. J'ai glissé le Polaroid dans ma poche, j'ai regardé ma main. J'ai écaillé du pouce un coin de mon propre vernis, volontaire, minuscule, une virgule à moi. Pas pour l'imiter, pour lui dire « Je te lis » et pour Anouk, qui n'avait pas eu le temps de finir sa phrase. J'ai promis pas à voix haute, pas à la police, pas au parking. À sa minuscule place nue sur l'index, on ira chercher toutes les capsules manquantes, toutes les bouches d'air trop propres, toutes les minutes coupées à 0,3. C'est ça. Et on les remettra devant. Parce qu'un seul ongle écaillé, parfois, c'est une main qui se sauve. Je n'ai pas dormi. J'ai sauté d'un ongle à l'autre, d'une virgule à l'autre, jusqu'à ce que la nuit cesse de faire semblant d'être un mur. À 6 heures, j'étais déjà sous les néons du commissariat, les poches pleines de capsules ramassées comme des balles. Le Polaroid S, collé au fond de ma paume. Rocha avait la tête des hommes qui ne croient pas aux coïncidences, mais qui les utilisent pour avancer. Tu crois à S? Ventilation. Je crois aux humours mauvais qui se donnent des acronymes propres. Il a tapé du doigt la photo. Notre 7. Ta coupure dans la musique. Il veut qu'on entende l'heure. J'ai hoché. Il veut qu'on regarde l'ongle. On a commencé par la paperasse, ce pays où les monstres se camouflent. La société S. Silent Air, dites le cabis. Direction une boîte postale dans un immeuble neuf. Gérant domicilié à l'étranger. Mais technicien bien réel, avec badge et horaire de nuit pour déranger personne. J'ai demandé les feuilles d'intervention, tous alignés. 3 passages au salon d'Anouk dans le mois, 2 au café voisin. Un audit désodorisation la veille du drame. Les signatures variaient, un prénom revenait. Basile. Rocha a posé le feutre dessus comme on met le doigt sur une artère. Basile quoi? Basile rien. Un B, les initiales du Polaroid. Nos regards se sont retrouvés à mi-hauteur de fatigue avec la même intuition. Basile mordit les bouchons et compte les ongles. Le concierge de l'immeuble, ou S, avait casé sa boîte postale, avait ce visage entêté des hommes qui n'aiment pas mélanger la saleté des autres avec la leur. Ils ont un casier en sous-sol. A-t-il fini par admettre, vaincu par la carte de Rocha et mes doigts encore tachés de rouge. Le couloir sentait le carton mouillé et la colle, dans le casier.
des filtres neufs, des gants, une veste orange roulée comme une peau abandonnée, et un calepin à spirale, couvert de chiffres, neutres. 17 y courait comme un fil d'Ariane, assorti d'adresses, de prénoms et de couleurs. 34. Eldo 17. L'homme énumérait ses vernis comme d'autres leurs outils. Grenade 34 est visible, nude urdeux et inaperçu. Océan 17, il rappelle, à la fin. Un gribouillis, sabé il signe. Il balise les femmes par leurs ongles, à souffler Rocha. Colère sèche, il croit prévenir. Il jette des miettes, j'ai feuilleté. Des gouttes au palais, les prénoms se répétaient, Leïla y était. Océan 17. Annulaire droit ok. Anouk. Grenade. 34 index gauche. Oki. Oki. Cette petite moquerie d'enfant qui vous gifle plus qu'une insulte. Il liste ses virgules comme des victoires. Ai-je lâché? Rocha a refermé le casier d'un coup qui a fait tomber la poussière des tuyaux. On le cueille ce soir. Je suis allée voir Leïla avant que la police ne devienne trop lourde pour sa fragilité. Son appartement était minuscule, propre. Une table pliante, un tapis bleu, roi exactement de la teinte de son annulaire. Elle m'a ouvert avec ce sourire d'excuse des filles qui s'excusent d'avoir survécu. Il est revenu, a-t-elle demandé directement. Pas encore. Je lui ai montré le calepin, son prénom souligné 2 fois. Elle a blêmi, puis a levé la main. Pomme vers moi, l'ongle bleu roi était écaillé en drapeau. Je n'ai pas corrigé, a-t-elle dit comme on dit, je n'ai pas triché. Je l'ai cru, tu vas bouger ton horaire. Ai-je poursuivi, tu ne passes plus par la ruelle. Pas pendant 1 semaine, elle a secoué la tête. Si je bouge, c'est lui qui gagne. J'ai pris une respiration, j'ai choisi la vérité qui protège. Si tu bouges avec nous, c'est toi qui choisis. On décale, on tend la main. Je lui ai donné un spray fixateur ironie. Je sais. Pas pour lisser sa vie, pour coller la virgule sur l'ongle jusqu'à ce qu'on l'ait transformé en phrase. Le soir, la ruelle avait replongé ses néons dans les flaques. On avait coupé l'extracteur avec l'accord d'un substitut qui déteste la poésie mais adore l'épreuve. Le salon était fermé. Mais la vitre captait tout silhouette. Geste. Main. Rocha avait posté 2 collègues à la livraison. Moi, je respirais au ras de la bouche d'aération, là où l'air ment d'habitude. À 03, des. Un ronflement a tenté sa venue. Non. À 03. Cesse. Une ombre a glissé le long du mur. Silhouette mince, veste orange fondue sous une parka. Sac rectangle. Il a posé la main sur la vitre. Exactement là où le Polaroid avait cadré la virgule d'Anouk, il a sorti un flacon rouge. A regardé son propre index gauche, écaillé comme un rappel. A souri de côté. On te lit? Ai-je pensé? J'ai attendu qu'il passe la porte de service du sous-sol. Rocha a levé 2 doigts. Maintenant. La salle technique a pris son souffle. Le néon a clignoté comme un animal surpris. Basile, il ne pouvait être que lui a ouvert son casier avec la paresse des habitudes. Il a sorti le smartphone qui sert de télécommande, a tapoté Nurtray. Zimast a mordu sa lèvre inférieure comme on mord un capuchon. Rocha lui a pris le poignet en pointe sèche. La télécommande est tombée, a glissé sous la bonbonne de CO2. Basile n'a pas tenté l'héroïsme. Il a essayé la conversation. Je préviens. A-t-il balbutié, sincère à se détester. Je mets une virgule pour que les yeux lisent. Vous ne voyez plus rien. Vous autres, il faut choquer le vernis pour que le regard revienne. Sa voix me donnait envie de lui arracher les dents. Anouk est morte. Ai-je dit sans crier, il a vacillé. Elle s'est tenue trop droit. Mon poing a voulu partir. Ma main a ramassé un flacon à la place. Vous tenez les bras pour qu'on s'éteigne sans trace. Il a levé les mains. Paumes offertes. L'index écaillé brillait. Je l'ai montré. C'est ton drapeau. Il a baissé la tête. C'est ma honte. La garde à vue n'a rien d'épique. Ça sent le plastique et la nuit. Basile a fini par parler. Non pas parce que Rocha l'y a forcé, parce que ces listes réclamaient leur mythologie. On est 3,
a-t-il dit. Moi, je fais les signaux. Sabotages visuels. Micro-défaut. Pour que les vraies filles de la nuit, les lectrices, vous. Elle, voix. B, c'est moi. C'est les airs. Ici, c'est celui qui règle la musique. La coupure à 0,3. Zen, ai-je soufflé. Il a hoché, le siffleur dans les couloirs. Le blanc dans les cabines, il ouvre la trappe, il efface les odeurs. Il a fermé les yeux, et puis il y a... Sa phrase s'est brisée. Et puis il y a ceux qui passent derrière. Il n'a pas prononcé le mot. J'ai vu Régulateur grimacer dans sa bouche. Il a raconté Anouk comme on raconte un orage raté. Elle savait. Elle a laissé l'ongle exprès. Elle a regardé ma main quand j'ai voulu aider. Elle m'a dit « Laisse ». J'ai reculé. J'ai coupé la musique. C'était notre règle. Si la chanson se coupe, les filles s'arrêtent. Elles sortent. Mais c'est... a ouvert la trappe. L'air a avalé. Il avait des mots pauvres pour une chose violente. Elle s'est assise. Elle a fermé les yeux. Il a dit « Parfait ». Et moi, j'ai pris la photo. Rocha s'est passé la main sur la nuque, geste de bulle en apprenant à danser. « C'est qui ?» C'est César, a soufflé Basile. Et le nom a traîné un parfum de déjà-vu, le cercle. Les poignettes déplacées, les minutes réglées. Les bouches d'air qui servent d'autoroute, il paillait la virgule. A encore lâché Basile, et il vend la phrase. Je l'ai fixé, les deux coudes sur la table. Tu vas dessiner vos circuits, les trappes, les timers, les raccourcis. Tu vas rendre tes capsules, il a hoché, écrasé par le poids de ses propres gris-gris. On a remonté César à coups de factures et de honte. L'adresse du cercle avait changé de rideau, pas de méthode. Derrière une façade de coaching postural, la même salle nue. Table au centre, 2 montres. Un pochoir au mur, respire à l'intérieur. La porte du fond donnait sur une régie minuscule, routure 4G. Télécommande d'extracteur. Playlist figée à 03. Un calendrier où les prénoms croisés, les couleurs 34. 17 et les heures d'entraînement respiratoire. César était là, la veste plus sombre. Le regard moins pro, la main impeccablement manucurée, tous les ongles parfaits. Ironie de Dieu. Il a menti 4 minutes. Puis s'est tenu droit. Je recalibre. A-t-il fini par dire, dégoûtant de sincérité. Le monde respire mal. On guérit des paniques. Le silence aide. J'ai pensé à Anouk assise. Yeux fermés, à sa virgule sur l'index. À son nom sans voix. Ton silence tue. Ai-je corrigé? La perquise a livré ce que je redoutais. Une boîte de Polaroid comme celle du cœur. Mais ici, tous les ongles parfaits sauf un. Des index qui parlent seuls. Des annulaires qui crient retenir. Des auriculaires nus. Comme des petits drapeaux. Dans un tiroir, des capsules par couleur. Avec des post-it à poser. Visible et inaperçu rappel, la signalétique de Basile. Sublimé en protocole, le soir. On a réuni les filles dans le salon d'Anouk, pas une cérémonie, un atelier. Leïla a tenu la lampe UV, une voisine a amené des beignets. Rocha, gigantesque, a tenu la porte contre ses épaules, comme un père fatigué. J'ai posé sur la table 3 vernis. Grenat 33, Nude Océan 17 et un dissolvant. Ce soir, j'ai dit, on choisit, certaines ont gardé leur virgule par mémoire. D'autres ont réparé l'ongle et écrit au feutre, sur le dos de la main. À moi, Leïla a demandé mon bleu. Elle a peint exprès. Un demi-ongle. Je veux que ça se voie et que ça vive. A-t-elle murmuré? Maya, elle avait tenu à venir. Elle qui avait appris à ne pas se laisser régler, a ri sans bruit. Les signaux changent de camp. Avant de partir, j'ai replacé l'agenda d'Anouk sur le comptoir. À la date du lendemain, j'ai écrit au feutre. Ouvert ongle comme on veut, puis j'ai déroulé sur la bouche d'aération un morceau de tous les trempés d'eau.
un rien qui humecte l'air, qui déjoue les effaceurs. Basile avait dessiné ses raccourcis, César comptait ses silences, il restait des mains derrière nous, celles qui profitent du propre. Mais ce soir-là, la virgule d'Anouk avait changé de grammaire. Ce n'était plus un appel, c'était une signature. En rentrant, j'ai écaillé, moi aussi, un coin de mon vernis, pas par contagion, par filiation. Je l'ai laissé visible. J'ai pris un feutre. J'ai écrit sur la peau, là où ça tient. Mienne vivante. Et j'ai pensé à toutes ces filles qui, demain, pointeraient, annulaire levé, auriculaire nu, index en drapeau non pour qu'on les lise à leur place, mais pour se lire elles-mêmes. Devant, la ville ne sait plus toujours regarder. Il va falloir qu'on réapprenne à voir les ongles, les virgules, les phrases entières. Il va falloir qu'on laisse des traces partout où les gens de l'air veulent publier du rien. Rocha m'a envoyé un message à 03. Zinette pile. L'humour revenant avec la justice, pas de coupure. J'ai répondu avec une photo de mon index, virgule bleue, bio chaude, légende. On continue, à l'aube. La ville avait les doigts bleus des affiches de la veille, et pourtant quelque chose grinçait encore dans la machinerie. Adoset, Elves. Le téléphone a sonné avec cette prudence qui annonce les nouvelles sans leur offrir de siège. Leïla. Sa voix tremblait mais ne cassait pas. Il y a un conte qui m'a écrit. Pas un homme, une marque. Ils disent qu'ils peuvent protéger nos salons. Formation gratuite. Signature clean. Ils ont mis la photo de ma virgule en exemple. J'ai senti la bile d'un rire me remonter. On vient toujours racheter ce qu'on n'arrive pas à étouffer. Tu envoies tout. Ai-je demandé? Elle a transféré le message. Les pièces jointes. Un contrat ridicule, en échange de votre silence sur les incidents respiratoires. Nous optimisons l'air et l'image de vos lieux. En bas, on logo pâle. En petit. Essai en grande. Silent Air. Signature clean, la marque blanche du propre qui a soif. Rocha m'attendait déjà au café du coin. Tassé dans sa chaise comme un rocher consentant. Je lui ai posé le téléphone dans la main. Ses sourcils se sont rejoints en une seule ligne. Ils recrutent avec nos drapeaux. Il a sifflé par le nez. On va leur rendre leur cours. Il a appelé le parquet. A obtenu en 3 phrases la permission qu'on n'obtient jamais en 3 jours quand on n'a pas une morte avec soi. Perquisition chez Signature Clean. Le siège ressemblait à une salle d'attente haut de gamme qu'on aurait étirée jusqu'à faire croire qu'elle était un monde. Bois blond, plantes grasses disciplinées. Verrière ternie par la fierté. À la réception. Une femme au sourire angèle prononçait procédure comme d'autres pardons. On lui a montré l'ordonnance. Elle a disparu derrière une porte à badge et 2 minutes plus tard. Un homme en col roulé a versé dans la pièce. Parfumé de contrôle. Jeannot s'est-il présenté? Conformité. Il a essayé sur nous la bienveillance réglementaire. Ce baume qui ne soigne que ceux qui le vendent. Rocha a ouvert le sac. A posé sur le comptoir un flacon Grenat 34, une capsule Océan 17, une photo S, un B, le calepin de Basile et cette montre d'un autre dossier qui, arrêté à 22, Zinan, sortent parfois de marteau. C'est votre manière de nettoyer les cris. A-t-il dit? On vient essuyer. La régie était au fond, derrière une cloison de verre dépolie qui croyait invisibilisée parce qu'elle brouillait. Des colonnes d'air en modélisation, des scripts désodorisation qui portaient des corolles de paramètres. Une playlist corporate où 03, 17 était cachée comme une note blanche entre 2 violons. Dans une armoire, les mêmes bornes 4G que dans les caves. Les mêmes télécommandes à la paume, mais sérigraphiées avec des mots que la morale aime. Bien-être. Sérénita. Calme. Je me suis approchée d'un tableau où des ronds se coloriaient selon les signaux remontés des salons partenaires. Au centre, un champ qualité d'image prenait en compte, dans ces micro-variables, complétude des vernis. Je me suis surprise à parler à haute voix. Ils ont codé l'ongle. Jeannot a souri d'un rien. Petit tic d'épaule des gens qui savent que trop parler les incrimine.
Nous sommes un intégrateur. Nous aidons des professionnels à tenir des standards. Ce qui s'est passé chez mademoiselle Anouk est un incide. Il a buté, le mot s'est cassé dans ses dents. Un mort, oui, a fini Rocha, sans lui offrir de rebord. Je suis allée au rack des capsules, 3 bacs. Visible, inaperçu rappel. J'ai ouvert visible. Des sachets S, A, B, estampillés. Vous avez internalisé le sabotage. Ai-je soufflé? Vous vendez la virgule en module. Jeannot n'a pas nié. Il a fait ce truc que font les gens qui se croient du bon côté de l'ingénierie. Il a expliqué « Nous avons vu, dans plusieurs métropoles, des incivilités d'image, des signalements virulents sur les réseaux, des femmes attaquées sur leur tenue, leur professionnalisme. Nous avons proposé des narratifs de rattrapage. La virgule est un code. Elle attire l'œil, elle raconte un effort. Elle déjoue le harcèlement par la complicité. Il parlait fort. Convaincu, il ne s'entendait plus. Et l'air, ai-je tranché? Les trappes, les siffleurs, les blancs, son visage a bâillé une seconde. Nous répondons à la demande. Les gens aiment les lieux propres. À cet endroit précis, je crois que j'ai haï la propreté comme on haït un couteau mal lavé qu'on vous remet dans la main. Votre propreté assèche. J'ai dit... Et vos virgules blessent. J'ai sorti mon téléphone. J'ai filmé les rangées de capsules. J'ai zoomé sur les tableaux qui font danser des points sur la carte quand un ongle manque. J'ai cadré le script de musique dont le paramètre silence grimpe en flèche à 0,3. Rocha a fait ce qu'il sait faire de mieux. Il a scellé. Dehors. L'air avait ce goût de gomme brûlée des matinées d'enquête qui n'ont pas fini de vous ronger. J'ai gardé dans la paume la photo S, A, B, l'heure 03. 17 tatouée comme une mauvaise blague. Leïla m'a appelée. Voix plus ferme, presque joyeuse. On a rempli le salon. Les filles parlent aux clientes. Elles montrent leurs mains. Elles choisissent à voix haute. Une dame a demandé un demi-ongle. Elle a dit « Comme les fleurs qui ne finissent pas ». J'ai eu envie de pleurer sur un trottoir avec des inconnus. « On arrive », ai-je répondu. Il y avait dans le salon d'Anouk quelque chose de l'atelier clandestin et de la veillée, des gosses sur les genoux. Un thermos de thé, des lampes UV comme des veilleuses. Et contre le mur. Une affiche que Maya avait collée, les virgules sont à nous. J'ai expliqué simple, sans polir ce que nous avions trouvé chez Signature Clean. Les regards ont fait ce mouvement étonnant, le recul puis la prise. On a pris un dissolvant, on a nettoyé la table. On a rangé visible inaperçu rappel dans une boîte où j'ai écrit « Preuves à brûler, à garder selon les jours ». Leïla a levé son annulaire bleu comme un étendard, a posé l'index dessus. L'a écaillé un peu plus volontairement. Je veux que ça parle d'ici. A-t-elle soufflé? Pas de E. Rocha, grande échelle à tendre. Tenait l'entrée, filtrait les curieux. Renvoyait poliment les journalistes, offrait son dos pour coller un poster. Une vieille dame est venue lui demander s'il pouvait ouvrir son flacon. Il l'a fait avec une délicatesse ridicule qui me l'a rendu frère. Entre 2 clientes, Basile a appelé depuis sa garde à vue. Il demandait à parler à la dame des virgules. Sa voix était pelée, sans couture. J'ai fait une liste des bouches d'air qu'on a posées, celles qui avalent. Je peux monter sur les toits si vous voulez. J'ai eu la tentation banale de le punir. Et puis je me suis rappelé qu'on ne rattrape pas une virgule en condamnant un alphabet. Tu écriras. J'ai dit, avec ta main, sans code. L'après-midi a basculé quand une notification a clignoté sur tous nos téléphones en même temps. Un message sponsorisé, payé cher. Une vidéo signature clean où défilent des mains impeccables, des comptoirs meringués, des phrases qui semblent désodorisants. Nous rassurons. Nous apaisons. Nos protocoles sauvent des œuvres. À la fin, une main. Index gauche écaillé, cadré exactement comme le Polaroid S. A, B. Le regard de la salle s'est serré. Leïla a pris une respiration. S'est approchée de la caméra d'un téléphone posé sur un trépied.
a levé sa main demi-ongle bleu, puis au vivante, et a parlé sans trembler. Ce signe n'est pas le vôtre, c'est à nous. On ne vous le vend pas, on ne vous le prête pas. On vous voit et on refuse. La vidéo a tourné dans nos cercles plus vite que toutes les procédures. Parfois, le courage est un accélérant légitime. À 19h, le procureur a publié un communiqué sec suspension des activités de signature clean. Saisies élargies. À 19h. Il a repris notre clin d'œil, contrôle des trappes pour sécurité publique. Le monde s'est mis à citer nos minutes sans le savoir. Je suis sortie prendre la nuit avec les mains collantes de dissolvant et l'odeur sucrée du grenat encore accrochée aux phalanges. Sur le trottoir, Maya m'attendait, adossée à la vitrine. Elle avait les ongles nus, comme d'habitude, et cette souveraineté dans la paume que rien ne lui retirera plus. « Tu te souviens du verre ?» m'a-t-elle demandé. Clin d'œil à ce qu'on avait traversé avant. Ils ont voulu assécher l'air. Maintenant, ils veulent polir les mains. C'est la même prière, effacée. Elle a pointé l'index vers le ciel. On va mouiller leurs écrans. Son futur me l'avait. La nuit a apporté sa propre scène. Encore on n'y coupe pas quand on est en train de réapprendre. Rocha m'a texté un reste couché que je n'ai pas obéi. Devant la Ronéo réquisitionnée notre imprimerie de fortune, des gens collaient en silence des affiches qui n'étaient plus les miennes. Ni celles de Maya, des photos d'ongles écaillés. De demi-ongles, de nus, de sous. Un seul mot différent à chaque fois. Maîtrise. Paresse. Jouis. De oui. J'en veux? Pas ce soir. J'ai compris. Dans ce vrac magnifique, que la virgule avait cessé d'être un code. Elle était redevenue un langage. J'ai reçu à 03. Zinance, un dernier message. Anna, la sœur de Lino, autre dossier. Autre chagrin, même famille et du propre. Elle avait repeint un ongle à l'envers. Par jour, elle a écrit. Je ne dois rien à leur minute, je dois tout à la mienne. Sa photo sentait la cuisine. Le savon. La nuit qui n'en finit pas. J'ai éteint mon téléphone. J'ai regardé mes mains, j'ai laissé le grenat sécher mal. Et j'ai su que, le lendemain, on irait chercher jusque dans ses playlists, qu'on remonterait sur les toits avec les plants de basil, qu'on écouterait les bouches d'air jusqu'à leur rendre des odeurs. Mais je savais aussi qu'une part du travail venait d'être faite sans nous, des milliers de virgules qui avaient pris le maquis. Des mains qui se lisaient elles-mêmes, le matin à laver la rue sans effacer nos traces. J'ai posé ma paume sur la vitre. La bouée a dessiné un croissant exact. La même forme qu'en creux sur l'ongle d'Anouk. J'ai murmuré son prénom sans théâtre. Et j'ai repris, à voix basse. La seule consigne qui tienne. On continue. Azerquat. Seul six. Le téléphone a clignoté une fois comme une paupière qu'on n'aurait pas dû voir bouger. Basile. Depuis sa cellule, avait envoyé un schéma au crayon. Fléché de sa honte, un toit, 3 trappes, un timer 03, 17 encerclés, et un mot en capitale et maladroite. Mix, il avait griffonné en marge. Ça, tient la musique sur les toits. Pas dans les salles, je suis restée là, debout dans ma cuisine, à regarder ce dessin comme on regarde une carte au trésor qu'on n'a jamais voulu avoir. Maya m'a répondu avant Rocha. On monte. Sa façon de dire l'altitude me redonnait des mollets. Le toit de l'immeuble Signature Clean n'était pas lisse. Il avait ses zones en gravillon brûlant, ses couloirs de gaine où les sons se coincèrent pour devenir des ordres. L'aube s'installait en arrière-scène, violette et tiède. Nina tenait la trappe principale avec la patience d'une chirurgienne. Rocha faisait l'énorme avec une douceur d'ours. Et Maya, fine comme une antenne, s'était accroupie près d'une boîte métallique où des câbles entraient, par grappes. Elle m'a tendu l'oreille avant même de parler. J'ai entendu pas un sifflement, pas un souffle, une latence. Un vide rythmé, comme si quelqu'un apprenait au ciel à attendre avec obéissance. Il envoie des triggers aux salles, a soufflé Nina. Silence compressé à 03. Zim 7.
puis monter de blanc pour masquer. Elle a posé la paume sur le métal et il marque les vernis en même temps, pour avoir la preuve dans l'image. Basile avait raison. Tenez la musique depuis ici, depuis cette régie pauvre et sûre. J'ai ouvert la boîte, un routeur, une playlist anémique ouverte dans un navigateur et un script nommé « Retard d'un souffle ». Geste l'humour des assassins n'a jamais été dissimulé. Maya a montré un petit micro fixé au rebord de la tôle. Il écoute les esprits du toit pour savoir si la ville est prête. Je lui ai souri sans dents. Alors on va lui parler. Giordano nous a rejointes très vite. Cheveux tirés, regard de jour qui s'est déjà compté la nuit suivante. Elle a lu, a noté. A décroché son téléphone. Proc. On bascule la sécu coupure autorisée. Piégeage de flux. Puis elle m'a regardé sans préambule. Tu veux quoi? J'ai montré la playlist figée sur 03. Zmat. Qu'on lui vole sa minute. Qu'on l'avance et qu'on la mouille. Giordano a hoché. On inonde la ligne. Rocha a déroulé un tuyau. Pas d'eau, une simple brume de chantier. Ces machines qui donnent du matin au parking. Tu veux faire pleurer les capteurs? Il a ricané doucement. Je veux leur apprendre une odeur. À 03. On a enclenché la brume autour des microphones. Une pluie de fêtes sans musique. De celles qui donnent envie de danser même au couloir. Maya a posé un tissu humide sur les grilles qui reliaient la musique à l'air. Nina a débranché le paramètre silence du script et a remplacé la piste 03. 17 par un fichier de 30 secondes où l'on n'entendait rien d'héroïque des voix de salon, de cuisine, de fils qui rient en se loupant, de femmes qui disent pas ce soir sans explication, de mains qui racontent ce qu'elles font quand elles ne posent pas pour les appareils. Tu as enregistré où? Ai-je demandé. Surprise par ce tremblement dans mon propre ventre, Nina a souri. Dans vos ateliers? Notre 17 a frappé. Au lieu du blanc, le toit a reçu une respiration, pas d'ordre. Un humain, sur l'écran. Les poings. Qualité d'image ont commencé à s'agiter, n'importe comment. Les capteurs ne savaient plus s'ils devaient se vexer ou se réveiller. Si. A réagi par en face à face, par l'interface. Un curseur a bougé, vexé. Un autre a tenté de remettre du silence. Nina a débranché la commande au moment exact où Maya brandissait le tissu humide. On avait appris leur grammaire et on l'a refusé à la milliseconde près. La brume a pris la lumière exacte d'un lever associé à un soulagement. Le téléphone de Giordano a vibré. Leila, la coupe n'est pas venue. Les clientes ont chanté. Une autre ligne le Brémont. Le siffleur a ri, a dit l'interne. J'ai pensé à Anouk, à sa virgule grenat. À la trace qu'elle avait laissée dans notre gant, on le sort, a dit Giordano. C'est où que tu sois. On l'a trouvé 2 rues plus loin, sur un toit jumeau, accroupi comme un pianiste mauvais qui s'entraîne sur un clavier de gaine. Son visage avait perdu la baisse professionnelle. Il était juste nu d'issue. Ses ongles, ironie d'un dieu méticuleux, étaient parfaits. Pas une virgule, pas une trace. Quand il nous a vus, il a voulu jouer l'école. S'il vous plaît, on discute. Maya s'est avancée la première, pommes aux vertes. Tu as fait taire des chansons? A-t-elle dit? Tu as retenu des souffles? Il a levé les épaules. Geste pauvre des hommes élégants qui arrivent au bord de leur récit. J'ai régulé. On m'a demandé, vous savez comme moi que le désordre est dangereux. Je l'ai regardé longtemps, non pour l'hypnotiser, pour me retenir. Je sais que l'ordre qui tue est pire. J'ai dit bas. Le reste n'a pas été beau. Les menottes. La descente. Les voisins aux fenêtres. Les journalistes qui veulent voler du sens avec des micros. Ce qui a été beau. C'est après, dans la salle des saisies, parmi les câbles, les boîtes, les bornes, j'ai découvert un objet pauvre. Léger, un métronome de plastique. D'école de musique, taché de bleu. Ça ne se fiait pas seulement au script. Il calait ses minutes à l'ancienne. Tic-tac. Je l'ai posé sur la table, il battait 22 par minute.
parce que sa main avait dû bouger en le transportant. Maya a souri. On le déraille. J'ai levé le métronome. J'ai donné un coup du doigt contre son flanc. Le tic-tac est tombé comme une pièce. J'ai senti une joie d'enfant mal élevé. On aurait pu s'arrêter là. On ne l'a pas fait. La ville avait pris goût aux mains qui se montrent. Leila a proposé un truc idiot et sublime, un inventaire public. Sur la place du marché, on a tiré des tables. On y a posé des boîtes, pas celles des codes des boîtes de vrai. Dissolvant, limès, vernis de toutes les couleurs et des feutres. Chacun venait déposer ses minutes, une capsule arrachée. Un capuchon rendu, un flacon qu'on ne veut plus voir. Un polaroid qu'on déchire ensemble, un bracelet qu'on dessert. Nina avait imprimé des cartes où l'on pouvait écrire une phrase, ce que ma main refuse. La mienne a écrit qu'on m'organise la seconde. Maya, qu'on me rende le silence utile. Rocha, penaud et fier à la fois. Tenir la porte n'est pas régler le pas. Les gens riaient, pleuraient, pensaillant. Une petite fille a demandé le droit de peindre son pouce seulement. Sa mère a dit oui. Et j'ai eu envie de bénir tout le monde jusqu'à demain. Signature Clean a tenté un dernier sursaut d'entreprise. Un communiqué. Nous suspendons nos services pour écoute du terrain. La phrase disait exactement ce qu'il faisait depuis des mois. Écouter pour tenir. Basile nous a envoyé depuis la salle où il écrivait ses plans. Un dessin de bouche d'air transformé en nichoir. On rentre au toit des oiseaux. A-t-il noté? J'ai ri à gorge. La première fois depuis des jours, Giordano a. Elle regardait sa montre devant et a dit la seule phrase qui redécèle l'air. On poursuit, on plante des perquis, là où il pose des communiqués. Le soir, j'ai ramené chez moi un métronome, pas celui de C. Un autre, racheté dans une brocante sommaire sous la halle. Je l'ai posé sur la table, à côté de ma montre qui avait cessé de me mordre. Je l'ai lancé. Tic-tac. Il a pris sa cadence, bête et franche. J'ai attrapé un feutre. J'ai écrit sur le bois. À l'envers quand ça me chante, puis je l'ai arrêté d'un coup. Au milieu, sans respect. Silence. Il sentait la farine du marché. Pas la colle d'une régie, je suis restée là, à écouter l'absence sans peur. Et j'ai compris qu'on ne gagnerait pas contre les Blancs avec nos seules procédures, ni contre les régulateurs avec nos seules affiches. On gagnerait de seconde en seconde. En montrant nos mains à des heures inconvenantes, en déraillant des scripts par des rires, en mouillant les micros avec de l'eau propre de cuisine. Le lendemain, on a reçu un message d'Anna, la sœur de Lino, comme un courrier qui s'était perdu et qu'un chien rapporte. Une photo de ses deux mains au-dessus de l'évier. Venise d'un rien. Juste une tranche de lumière sur l'index, un éclat sur l'annulaire. Pas pour faire joli, pour se rappeler. Elle avait écrit « C'est à nous de pointer ». J'ai posé mon téléphone, j'ai levé ma propre main. Virgule bleue encore là, un peu plus mangée par la vie. Nos traits. 17 est repassé. Sans drame, dans ma journée. Je rangeais des verres, j'essuyais la table. Je tenais ma seconde par l'épaule comme on retient un enfant qui veut filer pas pour l'asseoir, pour lui montrer la fenêtre. Le soir, Maya m'a donné un baiser sur le front. Comme une sœur antérieure. Demain, on va parler aux écoles de beauté. A-t-elle dit? On va apprendre aux filles à laisser des traces quand elles veulent. Ou elles veulent. On va apprendre aux garçons à voir sans tenir. Rocha a levé sa tasse comme un trophée cheap. Et je fournirai le café. Nina a levé un tissu humide comme un drapeau clair. On mouille. Giordano a regardé la montre de mur du commissariat. Vieille et honnête. À l'heure. J'ai refermé la porte derrière eux. J'ai éteint les lumières dans un ordre désordonné. Rien que pour me prouver que je peux. Ma montre a cligné mi-heure. Le métronome dormait sur la table, couché comme un chien fidèle. J'ai posé ma main sur le bois. La virgule a touché la veine. Et j'ai pensé pas en apprivoiseuse d'indices, pas en docteur des gestes comme une femme qui arrive à sa propre minute. Qu'ils apprennent à se perdre, s'ils veulent nous trouver. Nous, on sera là. Avec des doigts bleus, des boîtes de dissolvants. Des tissus mouillés,
Des poches pleines de capsules inutiles. Des polaroïdes déchirés et des rires. Il n'y a pas de victoire dans cette histoire. Je le sais, il y a mieux. Une habitude qui s'est retournée, un poignet qui s'est relevé. Un ongle qui parle sans demander l'autorisation. La salle sentait la pêche chimique et la craie chaude. École de beauté, matin de démonstration. 20 pères d'yeux qui apprennent à tenir des pinceaux comme on tient des mots. Maya avait tracé au feutre sur le tableau une phrase trop simple pour les sponsors. On choisit ce qui se voit. Leila posait des lampes UV comme on aligne des veilleuses. Rocha servait un café imbuvable mais gratuit. Nina vérifiait les trappes d'air. Giordano visitait les extinctions. J'avais, dans la poche, un flacon de dissolvant à mon nom. Cadeau d'une fille et la veille. C'est pour quand ça colle trop. Le genre de geste qui vous remet debout plus sûrement que les lois. On commençait par l'atelier virgule volontaire. Ces micro-écailleuses revendiquées sur un ongle qu'on choisit, un demi-bleu. Un quart de grenat, un nu à côté d'un éclat. Les filles riaient. On entendait ce bruit rare d'une classe qui n'a pas peur de paraître mal finie. C'est là qu'ils sont entrés, exactement quand la confiance commence à se mettre à l'aise. 2 hommes et une femme, polos blancs. Badges, signature clean, mal recouverts d'un nouveau logo, clinique d'image SC. Pas de discrétion honteuse. De la méthode, nous venons proposer un partenariat. A dit le plus grand, sourire de dentiste. Sa valise a claqué sur la table, alignant des capsules empaquetées. Gamme visible inaperçue rappel en version pédagogique. Nous outillons les signes. Vos élèves gagnent 1 an de réseau en 1 semaine. Il avait préparé son texte, mais pas nos visages. Giordano a levé son carnet. Ça, c'est saisi. Il a tenté la manœuvre de côté, le compromis qu'il avait. On ne vend plus au salon, on forme désormais. La virgule devient label. Maya a souri sans se mettre en marche. Les labels appartiennent à ceux qui les portent. Le plus petit des 3 a sorti sa télécommande, oui. Encore cette superstition d'avoir la main sur l'air et à effleurer le bouton d'ambiance. Nina lui a enlevé des doigts avec cette politesse qui casse doucement les objets. Chez nous, la ventilation obéit à la respiration. La femme en polo, elle, avait une autre arme, plus sournoise. Une présentation imprimée, casse à cocher virgule, conforme défaut contrôlé signature certifiée. Elle montrait des mains parfaites sauf un ongle. Les élèves se penchaient. Partagés entre la curiosité et l'envie de déchirer. Leila a demandé la parole avant moi. Elle a montré sa main demi-ongle bleu aux stagiaires, pas aux commerciaux. Ce demi-là, c'est parce que j'ai choisi. Pas pour qu'un commis l'explique à ma place. Elle a posé le doigt sur la feuille. Vous allez noter quoi? Mon mardi? Mon deuil. Mon envie de ne rien finir aujourd'hui. Le commercial a tenté la tendresse toxique. On protégera vos élans des réseaux. Maya a ri. Franchement, protéger n'est pas propre, c'est tenir. Je voyais leurs yeux glisser vers la bouche d'aération. Si. Était arrêté. Mais la grammaire se reproduit sans père. Il chercherait toujours une trappe par où transformer une pièce en consigne. Rocha s'est planté dessous. Bras croisés, et la bouche a perdu tout courage. La femme des polos a changé de tactique. Elle a sorti un contrat d'ambassadrice, a pointé du stylo 3 noms sur sa liste. Leila, Anaïs, Tara. 1 tiers de réduction sur les kits. Visibilité sur nos canaux. J'ai senti mes pouces piquer. Ces réductions qui coûtent une seconde d'âme, je n'ai pas fait de grands discours. J'ai démontré, j'ai pris leur capsule rappel Océan 17. J'ai écaillé volontairement l'annulaire de Maya d'1 millimètre exact. Je l'ai levé à la hauteur des regards. Voilà le rappel. Ai-je dit? Rappelle que ça n'appartient qu'à elle. Qui paye? Qui parle? Maya a répondu sans souffler. Moi, je me suis tournée vers la classe. La virgule. Vous pouvez en faire un oui. On non, un pas maintenant. Un j'ai peur, on je danse. Un j'arrête, mais si quelqu'un d'autre vous l'achète. Il vous hache. J'ai laissé la phrase se remettre toute seule. Elles ont compris.
Les commerciaux ont compris aussi. Ils se sont repliés avec ce professionnalisme sans honte, des structures qui vont revenir par une autre porte. Giordano les a raccompagnés jusqu'au couloir en disant très posément « La prochaine fois que vous venez enseigner un signal, vous repartez avec vos capsules dans les poches et un PV sur le dos. » La porte s'est refermée. La salle a respiré plus large. On a continué l'atelier. Nina a posé sur la table un métronome fatigué, pas celui de ses un cousin honnête. A calé la pulsation sur un battement humain, pas un rituel. Peignée à la pulsion, a-t-elle lancé. On a ri. Des ongles ont pris des écarts magnifiques. Des demi, des tiers. Des bords volontairement imparfaits. Une fillette Tara, justement, a tremblé en écaillant l'index. Je me suis accroupie. Tu peux, elle a hoché. Je n'ai jamais laissé quelque chose visible. Sa virgule a scintillé comme un morceau de courage. L'après-midi, la contre-attaque a pris une autre forme. Un hashtag débile, Clean Cuties, sponsorisé par des pages anonymes qui exhibaient des ongles parfaits et traitaient les virgules de défaite. Les élèves ont ri. Pas longtemps. La honte. Ça lèche vite. Maya a débranché les téléphones. A posé une boîte au centre. Écrivez pourquoi vous écalez ou pourquoi pas. On les publiera sans nom. Les papiers ont commencé à tomber. Parce que je veux finir demain. Parce que j'ai pleuré hier. Parce que je me répare lentement. Parce que je n'ai plus peur de rater devant vous. J'ai senti la gorge du monde s'ouvrir d'un cran. Basile a appelé du fond de sa salle au stylo. Sa voix avait passé une nuit. J'ai les toits. Et une liste de SC qui vont tenter les écoles la semaine prochaine. Il a donné des adresses. Des heures, des prénoms. Tu veux venir parler, lui ai-je demandé. Silence, langue. J'ai peur de mes mains. Alors tu dessines. A dit Maya en haut-parleur. Tu viens avec tes cartes. Elles ne mordent pas le soir. On a fait ce que la police ne sait pas faire, mais qu'une ville sait par cœur. Une ronde douce. Pas des sirènes des déambulations. Des vitrines allumées. Des tables tirées sur les trottoirs. Des flacons roulés comme des dés. Des garçons qui apprennent à tenir un pinceau comme on tend un verre. Rocha avait collé sur sa poitrine un sticker grotesque. Porteur d'eau, chaque fois qu'une bouche d'aération ronflait. Il posait un torchon humide dessus et offrait une blague. Nina montait sur des tabourets pour décrocher des mini-baffles qui crachaient du blanc. Giordano signait des réquisitions comme on signe des annuaires. Un sourire en bas de page. Leila passait de table en table, apprenait aux enfants à faire des demi-ongles en forme de lune. Il y avait une fête que personne n'avait invitée et qui, pourtant, tenait, c'est au milieu de cette douceur que le sabot est tombé. Notre 17 voulait son tribut. Au coin de la rue Bourdon, une perfide appli bien-être a envoyé une alerte géolocalisée. Pause, respire, couper la musique, encaler le calme. 3 salons ont obéi par réflexe. Les sons se sont éteints. L'air a recommencé à mâcher les odeurs. Une fille a blêmi. Main sur la poitrine. Je n'ai pas réfléchi. J'ai sauté sur la table. J'ai tapé du plat de la main. Parler, pas un discours, un bazar. Des voix ont jailli, fausses notes magnifiques. Recettes criées, liste de courses. Poème de mémoire, prénom. Jourance, rires cassés. Nina a balancé son métronome par la fenêtre ouverte. Rocha a frappé dans ses mains. Maya a commencé une chanson idiote. Leila a lu tout haut 3 papiers de la boîte. Le blanc a reculé. Son masque glissa tout seul. Les baffles ont rendu les basses comme des chiens qui reviennent. Je me suis retrouvée les larmes dans la bouche, ridicule et droite. Une vieille dame a posé sa paume sur mon avant-bras. Vous leur avez appris à finir quand elles veulent. J'ai secoué la tête. Je leur ai appris à laisser en plan. Elle a souri. C'est une fin. On a ri, on a pleuré. Les deux, comme d'habitude. La nuit a rallongé, mais pas contre nous. Dans la cour de l'école, Basile est arrivé. Transi, les mains pleines de papier. Il a déroulé sur l'asphalte un plan de toit, de ganache, de Timmers, a pointé du doigt des points rouges SC.
des points bleus libérés. Ses doigts tremblaient quand il a écrit dans capital au milieu. Sur le goudron, passe là. Je lui ai pris le feutre. J'ai ajouté. Pas comme ça. Il a pleuré. Pas comme un coupable, comme quelqu'un qui déprogramme enfin sa main. À l'aube, Giordano a reçu le retour qu'elle attendait sans l'espérer. C'est suspendu par ordonnance. César mise en examen pour mise en danger par dispositif d'ambiance. Ventilation sous contrôle judiciaire. Elle a levé un sourcil vers moi. On ne gagne jamais, on gagne du temps. Ce matin-là, c'était le nôtre. Je suis rentrée avec une valise d'odeur, dissolvant. Café, pluie, vigne, poussière de craie. Sur ma table, j'ai posé 3 capsules visibles. Inaperçues, rappel, et je les ai ouvertes au couteau. À l'intérieur, rien qu'un plastique idiot. J'ai ri toute seule, j'ai sorti mon flacon. J'ai écaillé un ongle de plus, minuscule. Je l'ai laissé vivre, j'ai écrit au mur. Sous la phrase de Maya, on laisse des morceaux de nous dans la lumière. Et j'ai pensé à Anouk, à sa virgule exacte, à sa façon d'avoir trouvé le seul contour à casser pour que le monde regarde. Ce soir-là, sauterait, 17 et c'est venu sans cérémonie. Je rangeais des chaises, la ville a respiré devant moi. J'ai ouvert la fenêtre, l'air avait une odeur de savon et de pain. J'ai levé ma main vers les étoiles que les lampadaires mangent, ma virgule a prise la lune. J'ai murmuré la prière la plus simple que je possède, pas un merci, pas un vœu. Encore, je n'avais pas prévu que ce serait un banal mardi qui mettrait tout en jeu. Ah, en 23. La chaleur s'est déposée sur la ville comme une main trop lourde, et les vitrines reflétaient des ciels en aluminium. Giordano m'a envoyé un message bref, audience provisoire à 14. Nono. C va tenter de récupérer ses agréments. Viens comme tu es. Je suis venue bleue, doigts encore tachés de dissolvant. Et l'impression insistante que quelque chose cherchait une issue par l'arrière-scène, pas un homme. Pas un contrat, un reste de mécanisme, obstiné. Qui n'avait pas compris qu'on avait changé la chanson, au tribunal. Le couloir était saturé d'odeurs de bois verni et de café brûlé. Jeannot conformité. Col roulé était là, costume qui s'excuse. Argumentaire à la main, César passait tête basse. Entouré d'avocats dont les attaches de manches semblaient plus solides que leurs arguments. Basile. Chemise propre, jouet creusé. Tenait sous le bras son cahier de toit, comme on serre une bête qui ne mord plus. Leïla avait glissé son demi-ongle bleu dans la poche de sa veste en jean. Non pour le cacher, pour le porter. Maya m'a pris par l'épaule, Nina à Roca. Rocha a bloqué une porte avec son dos chacun à sa place juste. La juge a parlé d'un ton qui ne cherchait pas d'ennemis. Juste des phrases droites. Suspension maintenue. Contrôles étendus. Interdiction de dispositifs d'ambiance sans audit public. Rappelle que la signature d'un corps n'appartient pas à un prestataire. Jeannot a tenté un dernier ruban. Nous répondions à une peur sociale. La juge a levé les yeux. On ne monétise pas la peur avec des trappes. Le silence a fait métier. On s'est regardé, pas pour sabrer, pour souffler. En sortant, Anna, la sœur de Lino, m'attendait avec un sac en toile. Des dents, sa montre à lui, celle dont l'aiguille ne repartira jamais. Et un métronome de cuisine trouvé à la brocante. Taché de sucre. Je veux qu'on les expose, a-t-elle dit. Pas un musée, un marché, une table au milieu des autres. À côté des tomates et des draps, qu'on les voit vivre et non démontrer. J'ai dit oui comme on dit présent. On a planté la table le samedi suivant. Sous la halle, montres arrêtées. Capsule ouverte, polaroïd déchiré. Métronome posé comme un pommeau, les passants s'arrêtaient. Posaient leurs doigts sur le bois, racontaient leurs minutes. Ici j'ai appris à rater, là j'ai décidé de boire mon verre. À 03, Simnet. J'ai ouvert la fenêtre, peu à peu. Sans qu'on s'en rende compte. La foule a baissé la voix, pas par ordre. Par soin. Les enfants passaient des gommettes sur les cadrans pour inventer des heures qui n'existent pas.
Des hommes desserraient un cran de montre avec une pudeur qui vous casserait les os si vous la regardiez trop longtemps. C'est là que la ville a tenté son dernier truc contre nous. Une rafale de notifications anonymes. Toutes pareilles, toutes dociles. Vous êtes en retard de soins. Cliquez pour un calme adapté. La foule a hésité, la paume qui cherche le téléphone, le pouce qui sait tout seul. Maya a levé la main, nous, et a lancé, sans micro. On compte à voix haute, elle a commencé par un 2, 3. Leila a ajouté 4. 5, 6. Les enfants ont mis des chiffres bancals dans le tas. Rocha a laissé tomber 8 avec un rire grave. Nina a pris 9 comme une corde. Giordano a dit 10 en tirant l'élastique dans sa voix jusqu'au dernier siège. Les téléphones ont continué de vibrer. La halle atténue son rythme à nous. Ce n'était rien et c'était tout, le soir. Le parquet a cadenassé les back-office qui restaient. SC s'est effondré dans une langue froide d'excuses. César a fini par écrire une lettre qui n'expliquait pas. C'est la moindre décence. Basile a choisi de travailler pour la maintenance publique, oui. Sur les toits, mais à visage clair. Il a fait poser des nichoirs à la place de certaines bouches. La ville a retrouvé des champs où elle posait des silences. Leila a monté un petit atelier le dimanche, et volontaire, où l'on venait écrire sur ses propres ongles comme sur un carnet. Un trait pour la joie. Un écaillement pour la fatigue. Un nous pour rien. Anna a posé la montre de Lino sur notre table de marché, avec un cartel simple. Il tenait à gauche. On l'a su. On tient ensemble. Je croyais qu'on avait passé l'orage. Il restait un couloir. À 3. 17 d'un mardi sans malice. La Renéo, notre petite imprimerie, s'est tue. Pas le blanc d'autrefois. Une panne bête. La manivelle a résisté puis a tourné dans le vide. J'ai senti la vieille angoisse me grimper dans la cage thoracique. J'ai ri. Maigre, Nina a démonté la courroie. Roche a calé la table. Maya a renversé un verre d'eau par accident exprès. On mouille, a-t-elle soufflé. Alors j'ai fait ce que je ne fais jamais. J'ai demandé de l'aide. J'ai ouvert la porte, j'ai appelé dans la rue. Quelqu'un s'est réparé un duplicateur sans mode d'emploi. Un jeune homme a levé la main. Il posait des stickers sur des skates. Des phrases de rien qui sauvent quand même. Il a regardé la machine comme on regarde un chien perdu. A soufflé, a remonté la courroie. A huilé l'axe avec l'huile d'olive de la pizzeria d'à côté. La Ronéo a repris. On a imprimé trop d'affiches pour nos murs. Assez pour la fatigue. Cette nuit-là, j'ai ramené la Ronéo chez moi, pas l'objet entier. L'idée de l'objet. J'ai laissé sur la table la manivelle qu'on nous avait confiée. J'ai posé à côté ma montre qui ne mordait plus. J'ai appuyé mon métronome sur le dos de la chaise. Et j'ai attendu rien. Ça a fait du bien. Notre 17, c'est venu comme un cousin qu'on n'aime pas, mais qu'on supporte au mariage. Et je l'ai laissé passer sans lui dresser de lit. Au matin, Maya a proposé l'indécence la plus utile de ces mois-ci. Apprendre aux garçons. Pas les méchants, juste ceux qui n'avaient pas été éduqués à regarder sans tenir. On a monté un atelier main pleine, main vide. Roche, géant délicat, montrait comment ouvrir une porte sans attraper un poignet. Nina faisait écailler des micro-ongles aux plus timides, le courage de laisser voir un défaut. Giordano expliquait la loi comme on explique un jeu qu'on a envie de partager. Leila demandait à haute voix aux garçons « Pourquoi là ? Pourquoi ce doigt ? Pourquoi aujourd'hui ?» Ils répondaient mal au début, puis mieux. Un gamin a levé la main. Je pensais que protéger, c'était tenir. Maya a posé sa pomme sur la sienne. C'est ouvrir. J'ai senti quelque chose tourner dans la salle. Pas une atmosphère, un axe. On n'a pas gagné, ça ne se dit pas de la vie, mais des choses ont changé de place. Les notifs de pause. Respire ont été bannis des stores. Des bouches d'air ont appris l'odeur du basilic et de la pluie. La minute 03. 17 a cessé d'être un guet-apens. C'est un rendez-vous pour boire de l'eau. Raconter une petite histoire. Desserrer un cran. Des salons ont gardé la virgule comme ornement. D'autres l'ont oublié parce qu'ils n'en avaient plus besoin. Basile a adopté un chat errant sur un toit.
César écrit des copier-coller au juge. Jeannot consulte ses avocats pour apprendre le sens du mot consentement. Anna prépare des confitures trop sucrées et Rite quand ça déborde. Leila respire devant. Moi. J'ai cessé de parler à la seconde comme à une bête à calmer. Je lui ai construit une chaise. Elle s'assied à côté de moi quand j'écris. Elle trace un sillon propre entre le dehors et ma table. Quand je sors, je laisse volontairement un ongle un peu mal fini pas par folklore. Par mémoire. Il y aura encore des gens pressés de régler les corps, de corriger les mains, d'arrêter la minute. Il y aura nos noms tranquilles, posés comme des verres d'eau sur les comptoirs. Un soir, au marché, une fillette a tiré ma manche. Madame des virgules, regardez. Elle avait peint un quart de son pouce, maladroite, bleu comme le carrelage d'une cuisine. C'est pour quand je veux plus ou moins. Elle a dit, sa mère a ri. Ses yeux brillaient sans permission. Elle invente ses mesures. J'ai eu envie de pleurer, alors j'ai compté 1, 2, 3 pour ne pas renverser la table. Avant de me coucher, j'écris parfois des choses au mur. Ce soir-là, j'ai tracé une phrase qui n'a pas besoin de signature. Laissez des traces, on fera le ménage après. Mais chez nous, j'ai posé ma main à côté. La virgule de mon index était presque partie. J'ai gratté un rien pour la retrouver, pas pour l'offrir à un appareil. Pour me rappeler que j'ai un bras qui m'appartient, une voix qui s'entend même quand la minute veut mordre. Et 6h03, 17 s'amuse encore à venir me prendre en traître. Je ferai ce qu'on a appris à faire à des centaines. Je pousserai la fenêtre. Je mouillerai l'air d'un verre. Je poserai mes doigts sur la table, devant, et je dirai « Pas plus fort, pas plus beau. Pas aujourd'hui, pas comme ça. » À ma seconde,